Le jour où mon ex-petite amie a racheté mon entreprise, mon cœur artificiel a failli lâcher, incapable de supporter un tel choc. Elle était la jeune héritière d'une riche famille de Kinbach. Moi, je n'étais qu'un homme ordinaire, issu d'un milieu modeste. Nous venions de deux mondes que tout opposés, et pourtant, nous nous sommes rencontrés dans notre jeunesse. Ce fut le coup de foudre immédiat. Notre amour de lycée semblait nous mener tout droit au mariage, mais mon statut social n'était pas digne de la famille Lam de Kinbach. Ses parents se sont donc opposés violemment à notre union. Mais Lam Kaivi m'aimait à en mourir. Pour moi, elle n'a pas hésité à rompre avec sa famille et à renoncer à son héritage. Elle a pris son indépendance, jurant de bâtir son propre empire pour qu'un jour, le garçon qu'elle aime puisse rentrer fièrement à ses côtés. Mais avant que la lumière n'apparaisse, le malheur a frappé le premier. Pour m'offrir un foyer au plus vite, Lam Kaivi s'est épuisé au travail. Le surmenage l'a terrassé. On lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque, sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Fou de douleur et d'angoisse, j'ai remué ciel et terre pour trouver des médecins et des remèdes, cherchant désespérément un cœur compatible, mais en vain. Alors que mon cœur sombrait dans le désespoir, l'hôpital m'a annoncé que le test de compatibilité, que j'avais passé en secret, était positif. En voyant la femme que j'aime dépérir sur son lit d'hôpital, et les avis de état critique qui s'accumulaient, j'ai pris une décision insensée. Donner mon propre cœur à Lam Kaivi, et utiliser moi-même un cœur artificiel expérimental. Je savais pertinemment que si elle apprenait la vérité, elle refuserait catégoriquement. J'ai donc dû monter une terrible mise en scène. J'ai engagé une femme pour jouer le rôle de ma maîtresse, et j'ai tout arrangé pour que Lam Kaivi nous surprenne en flagrant délit. Face à son effondrement et à ses questions, j'ai délibérément affiché un air indifférent, la piquant avec sarcasme. Je suis jeune et beau. Les filles de riches familles ne manquent pas pour me courtiser. Lam Kaivi, au début, j'étais avec toi pour ton statut, mais maintenant tu as renoncé à ta famille. Tu n'as plus ni pouvoir ni argent, et en plus tu es atteinte d'une insuffisance cardiaque, tu pourrais mourir à tout moment. Je dois naturellement penser à mon propre avenir, et vite me trouver une nouvelle femme riche. Pour te dire la vérité, c'est déjà la 28e de ce mois. Si tu m'aimes vraiment à en mourir, alors par pitié, ne m'empêche pas de trouver mon bonheur. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu Lam Kaivi pleurer. Ses yeux étaient injectés de sang, et les larmes coulaient sans fin. Avant de partir, elle n'a laissé qu'une seule phrase. Fion Vienne, tu n'as pas de cœur. Cette même nuit, Lam Kaivi a été admise à l'hôpital. L'hôpital a envoyé 7 avis de état critique consécutifs. Pendant ce temps, sous un nom d'emprunt, je suis monté sur la table d'opération, j'ai donné mon cœur, on m'a implanté le cœur artificiel, puis j'ai déménagé dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Lam Kaivi a vraiment réussi à bâtir son propre monde. Devenue une femme d'affaires accomplie, elle est retournée dans sa famille, a hérité du groupe Lamti et s'est même trouvé un nouveau fiancé. Le grand patron du groupe Hati, Lu Nguyen. Je ne sais comment elle a appris où je me trouvais, mais elle a directement racheté ma société pour la fusionner avec son groupe. Et c'est ainsi que, par un coup du sort malheureux, je suis revenu à ses côtés pour devenir son secrétaire personnel. Je sais qu'elle n'a pas digéré le passé et que tout ceci n'est que vengeance. Mais je ne donnerai aucune explication. Un cœur artificiel ne peut prolonger la vie que de 5 ans au maximum. Le temps qui me reste est compté, et dire la vérité ne ferait qu'ajouter à sa souffrance. Elle m'a tant aimé, me faisant connaître le plus bel amour de ce monde. Maintenant, que toute la douleur retombe sur moi seul. Quant à elle, que son chemin soit pavé de roses, et le reste de sa vie paisible. Le vin sur la table se vide peu à peu. Lam Kaivi observe froidement la scène, totalement impassible, jusqu'à ce que son téléphone posé à côté se mette à sonner. À l'instant où elle voit l'écran, le masque de glace sur son visage se fissure. Lune Nguyen, j'arrive tout de suite. Tout en le réconfortant, elle se lève. Mais en arrivant à la porte, elle entend un bruit étrange derrière elle. Après avoir bu la dernière bouteille, mon corps a lâché. Mes entrailles se tordaient comme si on les déchirait, la douleur était si atroce que des larmes jaillissaient de mes yeux. À travers un voile de brume, je vois Lam Kaivi se précipiter vers moi comme une folle, me serrant fort dans ses bras, sa voix tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi y a-t-il autant de sang? En voyant ses yeux affolés, je me suis souvenu du jour où j'avais eu une pneumonie et où j'avais été mis en quarantaine. Pour pouvoir rester à mes côtés, elle s'était délibérément fait contaminer pour être admise à l'hôpital. Je sais à quel point elle peut être impulsive, c'est pourquoi je veux encore moins qu'elle sache la vérité. J'essaie de forcer un air suffisant. Tu ne vas pas bientôt te marier? Tu n'es pas pressé de rejoindre ton fiancé? Je fais juste un peu de comédie et te voilà déjà en train d'accourir? Ce n'est pas du sang, c'est du faux plasma. Lam Kaivi, tu ne te trouves pas pathétique? Cela fait 5 ans et tu te soucies encore de moi. Je riais à en pleurer. N'importe qui aurait vu en moi un homme se moquant cruellement et piétinant les sentiments sincères d'une femme. L'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Lam Kaivi me repousse brusquement, puis dans un accès de rage, elle renverse la table basse. Les bouteilles de vin, cible de sa colère, se brisent en 1000 morceaux qui volent en éclats partout. Elle regarde froidement l'homme à terre. Me soucier de toi? Je veux seulement t'emprisonner à mes côtés pour voir quelle punition attend un homme sans cœur et sans scrupules comme toi. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner avec une horde de gardes du corps.
Alors que sa silhouette s'éloignait, mon masque de comédie est tombé, et j'ai fermé les yeux, désespéré. J'ai serré les dents, retenant le moindre son qui aurait pu la faire se retourner, avec une dernière pensée obsédante. Je voulais que Lam-Kaivi me déteste pour toujours. Pour que le jour de ma mort, pas une seule larme ne coule pour moi. Il m'a fallu un long moment pour retrouver un peu de force. Je suis rentré tard dans la nuit, et j'ai rangé dans l'armoire l'argent que j'avais reçu aujourd'hui. Des millions, le prix de la vengeance que Lam-Kaivi m'infligeait depuis un an. J'avais prévu de tout donner à une œuvre de charité avant de mourir. Une fois tout en ordre, une douleur fulgurante m'a transpercé, comme si des insectes me rongeaient de l'intérieur. Je me suis empressé de prendre un médicament, pensant que c'était à cause de l'alcool, mais la douleur n'a pas diminué d'un pouce. Impuissant, je ne pouvais que m'agripper au drap trempé de sueur. L'esprit confus, le sommeil ne durait que quelques instants avant que la souffrance ne me réveille brutalement. Dans ce demi-sommeil, j'ai fait de nombreux rêves. Dans mes rêves, Lam-Kaivi privatisait Disneyland et lançait un feu d'artifice toute la nuit, juste pour célébrer nos 100 jours ensemble. Alors que d'autres filles tricotaient des écharpes pour leur petite amie, elle apprenait de zéro, y mettant tout son cœur. Elle m'attendait à Tunsonnyai, sous le soleil doré de la montagne, et déposait un doux baiser au coin de mes lèvres. À cette époque, elle était encore cette jeune fille sublime et insouciante. Dans son regard, il y avait encore cet amour profond, impossible à décrire. Quel dommage que tout cela ne soit plus que du passé. Au réveil, j'ai regardé l'oreiller trempé, et je suis resté assis en silence dans la longue nuit solitaire. Le lendemain, ma demande de congé ayant été refusée, j'ai dû traîner mon corps endolori au travail. À peine arrivé à l'entreprise, j'ai été convoqué au bureau. En poussant la porte, la scène qui se déroulait sous mes yeux me laissait sans voix, les poings serrés, le cœur lourd comme une pierre. Mon corps n'était que contusion, et mon âme, une plaie ouverte. Je ne sais combien de temps s'est écoulé, mais leur baiser a finalement pris fin. Lam-Kaivi le serra dans ses bras, massant doucement sa jambe, sa voix plus douce qu'une brise de printemps. Cette fois, Lu Nguyen a été sage, il a bien repris son souffle. Je te l'ai appris tant de fois, comment aurais-tu pu ne pas t'améliorer? Lam-Kaivi laissa échapper un petit rire. Elle se pencha pour lui remettre sa chaussure, ajusta sa propre robe froissée, puis l'aida à se relever. C'est alors seulement que son regard se tourna vers la porte. Vers moi, qui me tenais là en silence. Son ton devint soudainement glacial. Lu Nguyen veut faire du saut en parachute, il lui faut un accompagnateur. Et tu es parfait pour ça. Lam-Kaivi savait pertinemment que j'avais une peur bleue du vide. Pire encore, avec mon cœur artificiel, ce sport extrême était un suicide déguisé. Je levai les yeux vers elle, sans un mot. Face à mon silence, Lam-Kaivi me jeta une liasse de billets au visage. Une émotion complexe traversa fugacement son regard. Alors, tu refuses? J'arborais mon sourire habituel, me baissant pour ramasser l'argent et le glisser dans ma poche. Être payé autant pour un simple saut en parachute, c'est une aubaine pour moi. En entendant mes mots, le visage de Lam-Kaivi se fit encore plus dur. Elle prit la main de Lu Nguyen et partit en avant, direction l'avion. À 10 000 pieds d'altitude, tout sur terre paraissait minuscule. La porte de la soute s'ouvrit. Je luttais pour garder l'équilibre, le vent glacé me fouettait, me faisant frissonner de tout mon être. À côté de moi, face à ce vide béant, Lu Nguyen fut pris de panique et se réfugia dans les bras de Lam-Kaivi, les yeux rouges de larmes. Kaivi, j'ai peur, je ne veux plus sauter. Le visage impassible, Lam-Kaivi jeta un œil à ma pâleur, semblant presque soulagé par cette demande. D'accord, alors on ne saute plus, on redescend. En entendant cela, je commençai aussitôt à détacher mon parachute. Mais la seconde suivante, la voix de Lu Nguyen s'éleva de nouveau. Je ne saute pas, mais je veux le voir sauter. Kaivi, pourrais-tu le pousser toi-même? Un instant, Lam-Kaivi et moi fûmes pétrifiés sur place. Lu Nguyen s'agrippa à son bras. Je connais votre passé, je sais à quel point tu étais profondément attaché à lui à l'époque. Même si vous avez rompu, et que tu me répètes que je suis le seul dans ton cœur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu me le prouves. Pousse-le, et je croirai enfin que tu ne l'aimes plus. D'accord? La main de Lam-Kaivi se serra violemment avant de se relâcher. Elle ravala ses émotions, me fixa de son regard perçant et d'une voix de glace. Viens ici. Toute couleur avait quitté mon visage. Tel un pantin désarticulé, j'avançai jusqu'au bord du vide. Au moment où ses mains délicates se posèrent sur mes épaules, mon cœur menaça d'exploser dans ma poitrine. La seconde d'après, une poussée brutale dans mon dos me projeta dans une chute libre vers un abîme sans fond. Sous la pression de l'air et le choc intense, je ne pus que serrer les dents. Je m'obligeai à rester calme, répétant en boucle dans ma tête les consignes de l'instructeur. De 3000 mètres à 2000, puis 1000, et enfin les 500 derniers mètres. Au moment où le parachute s'ouvrit, je ne pus retenir une giclée de sang. Mon sang se dispersa dans les airs, se brisant en une myriade de gouttes écarlates, une pluie macabre. Ma raison volait en éclats, tout comme mon cœur qui hurlait de douleur. Ce supplice était pire que la mort. J'ai pris mes médicaments et me suis reposé pendant de longues heures. Ce n'est qu'en étant escorté dehors par le personnel que la réalité m'a frappé. Là, dans la voiture, m'attendaient Lam-Kaivi et Lu Nguyen. La portière s'est ouverte. Le regard de Lu Nguyen s'est figé sur ma poitrine, choqué. Mais pourquoi ta chemise est-elle couverte de sang? Lam-Kaivi a jeté un regard vague au dehors, ses pensées impénétrables.
L'inquiétude dans ses yeux s'est aussitôt muée en une indifférence glaciale. Le masque était de retour. Fung Vienne, tes petites ruses pitoyables. Je ne tomberai pas dans le panneau une seconde fois. Sur ces mots, elle a couvert les yeux de Lu Nguyen, le serrant contre elle. Ne regarde pas, ça va te salir la vue. Puis elle a claqué la portière, ordonnant au chauffeur de démarrer. La voiture de sport a filé, me laissant seul sur le trottoir. Un rire amer m'a échappé. Mes dernières forces m'ont abandonné et je me suis effondré sur le sol. Tremblant, j'ai sorti mon téléphone pour appeler un taxi. Mais l'endroit était trop isolé. Aucune voiture ne répondait à l'appel. Il ne me restait plus qu'à m'asseoir sur le bord de la route, espérant la pitié d'un passant. Bientôt, le ciel s'est déchaîné. Une pluie battante m'a trempé jusqu'aux os. Le froid s'est infiltré dans mon corps déjà meurtri, chaque muscle, chaque fibre de ma peau semblait sur le point de se déchirer. La douleur me faisait convulser. Mes larmes se sont mêlées à la pluie, tombant en silence dans une flaque de boue. J'ai attendu ainsi, sous le déluge, pendant 3 longues heures, avant qu'une voiture ne s'arrête enfin. À peine rentré, une fièvre brûlante m'a terrassé. Mon corps pesait une tonne, et la nuit fut une succession de cauchemars sans fin. Heureusement, le week-end arrivait. J'allais avoir 2 jours pour essayer de récupérer. Je suis resté cloué au lit pendant 2 jours, alternant entre sommeil agité et conscience douloureuse, seul, sans un appel, sans un message. Jusqu'à ce que le réveil de 8 heures le lundi matin ne sonne. Je me suis traîné jusqu'au bureau, à l'heure. À peine avais-je franchi la porte que Lu Nguyen m'a interpellé. Va me chercher un café au centre commercial. Le spécial, celui qui prend 20 minutes à préparer. Le centre était à 2 kilomètres. En comptant l'attente, la seule option était de courir. Quand je suis revenu, le café à la main, j'étais à bout de souffle. En me voyant, Lu Nguyen a pris le bras de Lam Kaivi, plié en deux par un rire cruel. Regarde-le. On dirait un chien galeux qui sort de l'eau, n'est-ce pas? Lam Kaivi m'a lancé un regard glacial, tapotant doucement le dos de Lu Nguyen. C'est vrai, la ressemblance est frappante. À cet instant, mon cœur qui battait la chamade a eu l'impression d'être transpercé par une aiguille acérée. Une douleur fulgurante. J'ai posé le café, mes mains tremblantes, et je suis retourné à mon bureau sans un mot. Le lendemain, Lu Nguyen a jeté sa montre dans le lac artificiel, en bas de l'immeuble, et m'a ordonné de la récupérer. J'ai passé 10 heures dans l'eau glacée avant de la retrouver. Lorsque je suis arrivé à leur villa pour la lui rendre, Lam Kaivi sortait de la chambre. Elle portait une robe blanche, gracieuse, mais sa clavicule était couverte de marques de baisers violents. Elle m'a jeté 2 liasses de billets. Lu Nguyen est épuisé, il dort, a-t-elle dit d'une voix lasse, va nettoyer les protection usagée près du lit. Et n'oublie pas d'en racheter pour remplacer. J'ai baissé les yeux avant d'hocher la tête. En entrant dans la chambre, une odeur intime flottait encore dans l'air. J'ai vu les sous-vêtements éparpillés sur le sol, et le corps de Lu Nguyen couvert de suçons. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. De mes mains, blêmes et ridées par l'eau, semblables à celles d'un squelette, j'ai commencé à ramasser, en ravalant la brûlure qui me montait au nez. Mes yeux piquaient, menaçant de déborder. Mais je me suis forcé à tout contenir, à ne montrer aucune faiblesse. Après une semaine entière de ce traitement, j'ai enfin eu 2 jours de répit. Mais le vendredi soir, à peine rentré, j'ai reçu une adresse de la part de Lam Kaivi. J'ai dû traîner mon corps endolori jusqu'à ce lieu pour la récupérer, complètement ivre. Une fois devant chez elle, alors que je m'apprêtais à partir, sa main s'est agrippée à mon bras. J'ai reculé dans mon coin, surpris. Elle a tout pour elle maintenant. Le succès, une famille à ses côtés. Pourtant, dans son regard posé sur moi, je ne voyais qu'une profonde souffrance. Ses yeux vitreux me fixaient intensément, son souffle chaud sur mon visage. Fyong Vienne, as-tu eu des regrets, pendant toutes ces années? Ne serait-ce qu'une minute, une seconde, avais-je pensé à elle, mais cette question elle ne l'a pas posée. Mon cœur a raté un battement, mais je me suis vite ressaisi, affichant un sourire paresseux. Des regrets? Bien sûr. Comment ne pas en avoir? Si j'étais ton mari, imagine tout l'argent que je pourrais dépenser. J'enverrais même Lu Nguyen me chercher du café, ou récupérer ma montre. Dis-moi, lui qui t'aime tant, s'il te voyait ivre et éprise de moi comme ça, ne serait-il pas fou de jalousie? À chacun de mes mots, le visage de Lam Kaivi s'assombrissait. Brusquement, elle a ouvert la portière et a pointé le doigt vers l'extérieur. Sa voix était chargée de fureur. Dégage! J'ai obéi. Après une nuit de repos, j'ai reçu une invitation pour une réunion d'anciens élèves. Je me suis dit que ce serait être la dernière occasion de les revoir. Malgré la douleur dans mon corps, j'y suis allé. À peine entré, je les ai vus, Lam Kaivi et Lu Nguyen, sirotant leur vin. Ils se chuchotaient à l'oreille, d'une intimité évidente. Un peu plus tard, j'ai vu Lam Kaivi prendre la veste à côté d'elle, pour la poser sur les épaules de Lu Nguyen. Puis elle a pris ses mains pour les réchauffer entre les siennes. Quand quelqu'un venait leur offrir un verre, c'était toujours elle qui interceptait la coupe destinée à Lu Nguyen. Les anciens camarades se saluaient, prenaient des nouvelles, mais tous m'ignoraient délibérément. Silencieux, j'ai choisi un coin pour m'asseoir et observer leur petit manège au loin. Puis est venu le moment des jeux. Comme il manquait de volontaires, le délégué de classe est venu me chercher de force. Modèle. J'ai perdu dès le premier tour. Les gagnants se sont regardés avec un sourire narquois avant de lancer le gage « Raconte-nous ta dernière nuit d'amour ». À ces mots, la salle a explosé de clameurs, faisant presque trembler les murs.
Mon visage s'est figé un instant, mais j'ai vite retrouvé mon masque d'indifférence. Dans mes souvenirs, la dernière fois remontait à 6 ans, avec Lam Kaivi. À cette époque, on venait de lui diagnostiquer une insuffisance cardiaque. Les yeux rougis par les larmes, elle m'avait attiré à elle. Après, blottie dans mes bras, sa voix n'était qu'un murmure tremblant. Fuvienne, je t'ai transféré tous mes biens. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Si je meurs, ne fais pas de bêtises. Oublie-moi, trouve une femme qui t'aimera, et vise une vie heureuse pour nous deux. Attends d'être un vieil homme de 70 ou 80 ans, puis viens me retrouver. Je t'attendrai sur le pont de l'oubli, pour que nous puissions nous réincarner ensemble. Encore aujourd'hui, ce souvenir me déchire le cœur. Mais à cet instant, face à son visage glacial, je me suis forcé à sourire et à mentir. Ma dernière fois, il y a une semaine, je crois. Une vieille dame m'a dit que je lui plaisais et m'a offert 3 millions. Alors je suis allé avec elle. Ne vous fiez pas à son âge, elle connaissait plus d'un tour dans son sac. Mes paroles, prononcées avec un air de jouissance dépravée, ont été comme un poignard en plein cœur pour Lam Kaivi. Sa colère a explosé, et elle a brisé le verre qu'elle tenait à la main. Ça suffit, Fyongvienne. N'as-tu donc aucune honte? En un instant, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. J'ai simplement levé mon verre de jus de fruits en lui adressant un léger sourire. Pourquoi aurais-je honte? L'argent gagné avec son corps, ce n'est pas de l'argent. Lam Kaivi sentit le sang se glacer dans ses veines, au point que même respirer devint une épreuve. Incapable d'en supporter davantage, elle a claqué la porte et a disparu. Croisant les regards étranges des autres, j'ai perdu toute envie de rester. Je me suis levé tranquillement pour partir. Arrivé à la porte, Lu Nguyen a crié mon nom. Je l'ai ignoré, continuant mon chemin. Furieux, Lu Nguyen m'a rattrapé, m'a agrippé le bras et m'a violemment giflé. Tu es sourd? Tu n'entends pas? Ou bien tu jubiles parce que tu as vu que Lam Kaivi tient encore à toi? Je me suis tenu la joue, un rictus aux lèvres. Oui, je jubile. Comment peut-elle être aussi naïve? C'est comme il y a des années. Toujours aussi stupide d'aimer quelqu'un comme ça. Le visage de Lu Nguyen passa de la colère au mépris, puis à une froideur glaciale. Il a jeté un regard autour de lui et a sorti un couteau de sa poche. L'instant d'après, avant que je n'ai pu réagir, il m'a coupé une mèche de cheveux. À ce moment précis, Lam Kaivi revenait des toilettes. Les yeux rougis, Lu Nguyen s'est jeté dans ses bras. Kaivi, je voulais juste lui conseiller de mieux se comporter. Mais il s'est mis en colère, m'a giflé et m'a arraché les cheveux. Lam Kaivi a tout de suite vu que la coupe de la mèche était nette et qu'il n'y avait aucune trace sur le visage de Lu Nguyen. Mais en croisant mon sourire provocateur, sa rage a de nouveau explosé. Elle a appelé les gardes, coupé-lui tous les cheveux et donné-lui 10 gifles de plus. Et excuse-toi auprès de Lu Nguyen. Obéissant aux ordres, les gardes m'ont rasé le crâne sans ménagement avant de me frapper 10 à 8 fois au total. Je n'ai offert aucune résistance. J'ai gardé la tête baissée pour que personne ne puisse lire dans mes yeux. Lorsque la dernière gifle est tombée, j'ai enfin relevé la tête. Mon visage pâle était enflé en sang. Ça te suffit maintenant? Au revoir, présidente Lam. Sur ces mots, je suis parti, le crâne rasé. Une fois sorti du bar, j'ai pris mon téléphone pour appeler un chauffeur. À peine la commande passée, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un terrible pressentiment m'a fait lever la tête. L'instant suivant, une voiture folle fonçait droit sur moi. C'était trop proche. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver et j'ai été violemment projeté dans les airs. Je me suis écrasé au sol. Une douleur atroce, comme si tous mes os s'étaient brisés, a envahi mon corps. Le sang a coulé, teintant rapidement mon visage en rouge. Ma respiration était saccadée, ma vue se brouillait. Au loin, j'entendais quelqu'un crier mon nom, une voix à la fois si familière et si lointaine. J'ai eu l'impression de faire un très long rêve. En reprenant conscience, une forte odeur d'antiseptique a envahi mes narines. J'ai ouvert péniblement les yeux et j'ai vu un médecin en blouse blanche. Il se tenait près de mon lit et parlait d'un air grave à Lam Kaivi. Mademoiselle Lam, le patient a déjà subi une chirurgie par le passé. Le cœur artificiel dans son corps est sur le point de. J'ai paniqué et je l'ai interrompu. Je ne voulais plus lui mentir. Rassemblant le peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à articuler quelques mots. Docteur. Elle n'est plus si facile à duper. Annulez le marché que nous avions conclu. Je ne lui mentirai plus. L'argent que je vous avais promis, je vous le donnerai. Ma voix était si rauque et stridente qu'elle a couvert celle du médecin. Lam Kaivi, perdu dans ses pensées, n'avait pas bien entendu le docteur. Mais elle a parfaitement compris mes paroles, et son expression a changé du tout au tout. Fyongvienne, tu ne changeras donc jamais. Quelle nouvelle comédie es-tu en train de jouer? J'ai eu un faible rire. Tu n'as pas compris? J'avais payé le docteur pour te faire croire que j'étais malade, pour te soutirer un peu d'argent, mais je sais que tu ne tomberas plus dans le panneau, alors j'arrête tout. Le visage de Lam Kaivi s'est assombri comme un ciel d'orage. Elle a prononcé une dernière phrase, puis m'a tourné le dos et est partie. Fyongvienne, avoir aimé un homme comme toi est la plus grande honte de toute ma vie. En regardant sa silhouette s'éloigner, j'ai fermé les yeux, sentant une humidité soudaine au coin de mes paupières. Le médecin à ses côtés, visiblement désemparé, hésitait à poursuivre quand une voix lasse et fragile brisa le silence. Docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre? On espérait tenir un demi-mois, mais votre corps se dégrade bien trop vite
Au mieux, il ne vous reste qu'une semaine. J'ai hoché la tête en silence. Une semaine? Je ferais mieux de commencer à préparer mes funérailles. Le lendemain, ignorant tous les avis, j'ai exigé de quitter l'hôpital. N'ayant plus personne dans ma maison, j'ai pris mes papiers et mon dossier médical pour faire rayer mon propre nom du registre familial. Une fois les formalités terminées, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand je suis tombé sur Lam Kaivi à l'entrée. Lu Nguyen lui tenait la main, la voix pleine d'espoir et d'impatience. Après avoir fait les passeports, après notre mariage, nous irons en lune de miel d'abord en Europe, puis en Amérique et enfin en Australie. Ce n'est pas un peu trop long? Lam Kaivi n'a d'abord eu aucune réaction, mais son regard, après avoir aperçu une silhouette au loin, s'est illuminé d'un sourire tandis qu'elle serrait la main de Lu Nguyen. Kyung Triu prit la parole. Être ensemble, je te l'ai promis ce jour-là, désormais je t'écouterai en tout. Où que tu veuilles aller, j'irai. Au bout du monde, au sommet des montagnes ou au fond des océans, je t'accompagnerai. Le cœur de Lu Nguyen débordait de tendresse. Il s'apprêtait à la taquiner quand il m'a vu et m'a aussitôt interpellé. Fung Vien, que fais-tu ici? Mon plan pour m'éclipser en silence venait d'échouer. Je n'ai eu d'autre choix que de me retourner pour saluer le couple. Présidente Lam, Monsieur Fuong, quelle coïncidence, ai-je dit d'un ton léger. Lam Kaivi a regardé ce que je tenais dans la main, sentant que je mentais. Elle s'apprêtait à demander des explications, mais Lu Nguyen l'a interrompu. Parfait, allons faire les boutiques ensemble. L'instant d'après, Lam Kaivi ouvrait la portière de la voiture, le visage glacial. Sans un mot, je suis monté docilement. Pendant tout le trajet, les deux à l'avant n'ont pas cessé de discuter. Lam Kaivi, et si on se mariait dans un château? Pour la robe, je veux une coupe sirène. Si tu achètes une bague en diamant, tu dois me laisser voir si j'aime les saphirs. D'accord? Je vais immédiatement envoyer quelqu'un chercher un château. Pour la robe de mariée, j'ai déjà contacté plusieurs créateurs internationaux. La bague en diamant est également en cours de création. Les croquis te seront envoyés dans quelques jours. Tu n'auras qu'à choisir. En l'écoutant répondre avec patience et minutie aux questions sur leur mariage, assis à l'arrière, j'étais un peu sonné. Cette année-là, nous étions à 2 doigts de nous marier. Le certificat d'enregistrement, la robe de mariée, la bague en diamant, j'avais déjà tout choisi une fois. À l'époque, elle était au début de sa carrière. Je ne voulais pas dépenser trop d'argent pour le mariage, alors j'avais choisi des choses plutôt simples. Mais quand elle l'a appris, elle a tout refusé, prenant du temps sur son emploi du temps surchargé pour tout rechoisir avec moi, avant de me dire « Fuon Vienne, je ne me marierai qu'une seule fois dans ma vie, et tu seras mon seul et unique époux. Ton seul souci doit être de savoir comment préserver. Ce souvenir de mariage pour qu'il soit encore resplendissant à nos 80 ans, ne t'inquiète pas pour les dépenses. » À cet instant, j'ai presque pu nous voir, Lam Kaivi et moi, à un âge avancé, regardant la vidéo de notre mariage. Cet avenir heureux, qui semblait à portée de main, s'était maintenant évaporé comme une bulle de savon. Heureusement, le seul à ne pas connaître le bonheur, c'est moi. Lam Kaivi aura un avenir radieux et une famille chaleureuse qui lui appartiendra, vivant paisiblement jusqu'à un âge avancé. Quant à moi, je prierai pour elle depuis le Simi. Paradis, je prierai pour sa paix et sa joie, pour qu'elle vive 100 ans sans souci. Lu Nguyen m'a traîné dans le centre commercial pendant 5 heures, cherchant tous les prétextes pour me torturer. Il m'a forcé à essayer des chaussures, jusqu'à écorcher mes talons. Ensuite, il a prétendu avoir mal aux pieds, et m'a obligé à m'agenouiller pour lui masser les pieds pendant 2 heures. Puis il m'a emmené dans un restaurant du Tuxuyen, a commandé une table remplie de plats épicés, et m'a forcé à tout finir. Il voyait bien que le piment me brûlait au point de ne plus pouvoir parler, mais je devais quand même obéir. Un éclair de triomphe a brillé dans les yeux de Lu Nguyen, et il a délibérément regardé Lam Kaivi. Lam Kaivi, je ne veux pas gaspiller la nourriture, mais ton secrétaire souffre tellement à cause du piment être devrions-nous le laisser arrêter. Lam Kaivi a pincé les lèvres, lui a tapoté doucement l'épaule, et a dit d'un ton détaché. Il supporte bien le piment, il fait juste semblant d'être pitoyable. Pas besoin d'avoir pitié. Autrefois, c'est vrai, je ne jurais que par le piment, mais depuis que je vis avec un cœur artificiel pour gagner quelques années, j'ai dû adopter un régime fade. Maintenant qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je ne voulais montrer aucune faille devant Lam Kaivi, je n'avais d'autre choix que d'avaler chaque bouchée pimentée. Après avoir avalé le dernier morceau de poisson, j'ai serré ma poitrine qui semblait en feu, le visage d'un rouge effrayant, l'estomac retourné, la douleur si intense que des sueurs froides coulaient sur mon front. Je n'ai pu que prétexter d'aller aux toilettes pour aller vomir. J'ai regardé la couleur rouge. Écarlate, j'ai appuyé sur la chasse d'eau sans émotion, ravalant le goût de sang dans ma gorge. En sortant en m'appuyant au mur, je suis tombé sur un Lu Nguyen à l'air impatient. À côté de lui, Lam Kaivi a remarqué ma pâleur et n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Elle s'apprêtait à me questionner quand son téléphone a sonné. C'est une urgence à l'entreprise, je dois y retourner. Il ne restait plus que Lu Nguyen et moi. Mais Lu Nguyen n'était toujours pas prêt à me laisser partir et m'a entraîné dans un magasin de chemises. En voyant les différents modèles de chemises exposés, mon regard s'est légèrement adouci. Lu Nguyen a attrapé une grande pile de chemises et l'a jetée devant moi. Et celle est toute pour moi.
J'ai instinctivement voulu refuser, mais j'ai vu Liu Nguyen prendre son téléphone pour envoyer un message vocal à Lam Kaivi. Lam Kaivi, à peine avais-tu le dos tourné que ton secrétaire me désobéissait déjà. Presque aussitôt, le téléphone sonna. C'était elle. Liu Nguyen est sous ma protection. Tu n'es qu'un assistant, tu dois obéir à chacune de ses demandes sans discuter, et pas seulement en apparence. Face à ces reproches cinglants, je suis resté silencieux un long moment. Ce n'est que sous les insistances de Liu Nguyen que je me suis dirigé vers la cabine d'essayage. J'ai enfilé une chemise qui couvrait à peine le nécessaire. En sortant, Liu Nguyen n'a pu retenir un ricanement. C'est donc avec ce genre de vêtements que tu passes tes journées à séduire les autres? Il a ensuite balayé la pièce du regard, remarquant les nombreux clients qui nous observaient, avant d'ordonner au personnel de me pousser au milieu du hall bondé. Puisque tu es si beau dedans, tu vas jouer les mannequins pour la boutique pendant une demi-journée. Pour chaque pièce que tu vendras, je te donnerai 10 000 yuan. À ces mots, mes ongles se sont enfoncés profondément dans la paume de ma main. Toutes ces rumeurs sur ma vie dissolue n'étaient qu'une façade que j'avais créée pour tromper Lam Kaivi, un mensonge qui ne m'avait jamais rien coûté. Mais devoir porter ces vêtements provoquants devant une foule, ça, je ne pouvais l'accepter sereinement. Alors, face aux regards lubriques, aux insultes à peine masquées et aux flashs incessants des téléphones, je n'ai pu que baisser la tête consumé par la honte. Chaque seconde qui passait était une véritable torture. Je ne pouvais que me répéter, ce n'est rien. De toute façon, après ma mort, c'est bien nu que je devrais affronter ce monde. Très vite, les photos et vidéos volées ont inondé la toile, se hissant même au sommet des recherches. La foule des curieux ne cessait de grandir. Les insultes à mon égard devenaient de plus en plus violentes. S'exhiber comme ça en plein jour. Quelle honte. Ce n'est pas une sorte d'influenceur en quête de buzz? Regardez-le, il n'a même pas l'air d'être forcé. Satisfait du spectacle qu'il avait orchestré, Liu Nguyen a demandé qu'on me jette une épaisse liasse de billets au visage. En un instant, la vue de l'argent a rendu la foule hystérique. Des dizaines de personnes se sont précipitées pour ramasser les billets. Le chaos m'a rapidement projeté au sol. Plusieurs femmes âgées en ont profité pour se jeter sur moi, leurs mains explorant mon corps sans retenue. Le contact glacial de leurs doigts sur ma peau me donnait la nausée. Ma peau pâle était déjà couverte d'échymose. Mes ongles se sont brisés, laissant le sang perler. Je me débattais sans relâche pour m'échapper, mais c'était inutile. Des larmes de rage et d'impuissance ont commencé à couler. Au moment où j'allais sombrer dans le désespoir, Lam Kaivi a fait irruption. Les yeux injectés de sang, comme possédée par la fureur, elle a attrapé ceux qui m'écrasaient et les a roués de coups. Des cris de panique ont éclaté dans la foule, tandis que la sécurité, enfin arrivée, tentait de rétablir l'ordre. Après avoir réglé leur compte à tous les agresseurs, Lam Kaivi m'a entraîné dehors, le visage plus sombre que la nuit. Sa poigne était si forte que j'ai cru qu'elle allait me broyer les os. Elle marchait si vite. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'arrivais pas à la suivre. J'ai dû arracher ma main de la sienne. Quand elle s'est retournée, son expression était si effrayante qu'elle semblait vouloir me tuer. Elle a hurlé « Fung Vien, es-tu vraiment obligé de t'avilir à ce point ?» En voyant ce mélange de haine et de douleur brûler dans son regard, mon cœur s'est senti transpercé. Un vent glacial a soufflé, me gelant jusqu'aux os, et le temps lui-même a paru s'arrêter. Peu après, Liu Nguyen nous a rejoints, attrapant la main de Lam Kaivi. Kaivi, je l'ai prévenu plusieurs fois, je lui ai dit que cette tenue était trop osée, mais il a insisté, affirmant que ça mettait son corps en valeur. Il adorait l'admiration dans le regard des autres. Il voulait absolument la porter. Ça suffit, l'interrompit Lam Kaivi, à bout. Après tout ce temps ensemble, c'était la première fois que Liu Nguyen la voyait aussi furieuse contre lui. Les yeux rougis, il lui a jeté un regard blessé avant de tourner les talons. J'ai observé cette comédie en silence, un sourire victorieux aux lèvres. Et si je l'avais fait volontairement? Tu ne trouves pas que ces vêtements mettent parfaitement mon teint en valeur? C'est toi qui as ruiné mes affaires en débarquant comme une furie. Je me demande combien d'argent tu m'as fait perdre. Les lèvres de Lam Kaivi tremblaient, ses poings étaient si serrés que ses jointures craquaient. Je l'ai fixé droit dans les yeux, poursuivant ma provocation. Madame Lam, vous avez même abandonné votre fiancé pour moi. Seriez-vous tombé sous mon charme vous aussi? Donnez-moi 1 million. Passer la nuit avec toi? Dans ses yeux, la flamme de la colère s'éteignit. Le rouge sang laissa place à une déception infinie, à une moquerie et à un froid glacial qui semblait tout figer. Une multitude de mots semblaient vouloir s'échapper. Des lèvres de Lam Kaivi, mais aucun son ne sortit. Renonçant à parler, elle s'est contentée de me regarder avec un rire glacial. Elle a ri, encore et encore, puis, les yeux rougis, elle a tourné les talons sans la moindre hésitation et s'en est allée. Une fois sa silhouette disparue, je me suis effondré à genoux, chancelant. J'avais si froid, ma peau, mes os, mon cœur, tout était gelé. Les sombres nuages se sont dissipés, et le soleil de l'après-midi a inondé mon corps de sa lumière, mais je ne ressentais aucune chaleur. Le lundi suivant, je suis arrivé à l'heure à l'entreprise, mais mon badge d'accès a été refusé. J'ai essayé plusieurs fois, mais l'écran affichait inlassablement « Accès non autorisé ». Sans autre choix, je sortis mon téléphone. En ouvrant WeChat, je fis une découverte, j'avais été supprimé du groupe de l'entreprise. Un peu surpris, j'ai contacté les ressources humaines. Pour seule réponse, on m'envoya une capture d'écran. C'était mon avis de licenciement,
signé par Lam Kaivi. Je restai figé une seconde, puis, étrangement, un sentiment de soulagement m'envahit. De toute façon, j'avais prévu de démissionner aujourd'hui. J'ai donc envoyé un autre message au RH pour fixer un rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Là, je fis glisser vers elle une petite boîte contenant un collier. Pourriez-vous remettre ceci à la directrice Lam pour moi? Une lueur de surprise brilla dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Mon regard se perdit un instant, mes pensées tourbillonnant. C'était l'héritage de la grand-mère adorée de Lam Kaivi. Elle lui avait dit de l'offrir à son futur mari. Le jour où elle m'a avoué ses sentiments, elle a elle-même passé ce collier à mon cou. Pendant 7 ans, je ne l'ai jamais retiré. Après mon sacrifice, j'avais l'intention de le lui rendre, mais la famille Lam l'avait déjà mise sous leur protection. N'ayant jamais trouvé l'occasion, je l'ai gardé sur moi, comme un précieux souvenir, mais cette fois, je pars pour de bon. Il est donc temps que ce collier retourne à sa propriétaire. Voyant mon silence, la responsable des RH n'insista pas, mais me lança un avertissement discret. Secrétaire Fung, pour autant que je sache, la décision concernant Jia Taiyan venait de Monsieur Ha. Je trouverai un moyen de lui transmettre cette boîte, mais ce qui se passera ensuite ne me regarde plus. Je compris parfaitement le sous-entendu. J'ai hoché la tête. Après quelques banalités, j'ai hélé un taxi pour rentrer. À l'intérieur, j'ai baissé la vitre et je l'ai vue, Lam Kaivi, non loin de là. Elle était dans les bras de Lu Nguyen, ajustant sa cravate avec tendresse. Lu Nguyen, à son tour, pencha la tête pour arranger une de ses mèches, avant de déposer un baiser sur ses lèvres. Le chauffeur a murmuré « De jeunes mariés, n'est-ce pas ?» Quel amour. Une simple phrase, si légère, mais qui me coupa le souffle. J'ai aussitôt détourné le regard. De retour chez moi, j'ai sorti un carton et j'ai commencé à y rassembler toutes mes affaires, les cadeaux de Lam Kaivi, ses lettres d'amour, les objets de couple que nous avions achetés ensemble. Je les avais conservés précieusement pendant des années, les sortant parfois juste pour les regarder. C'était la dernière fois. Alors je les contemplais encore et encore, le cœur lourd, incapable de me résoudre à les mettre dans le carton. La nuit était déjà tombée quand j'ai enfin tout rangé. J'ai traîné péniblement le carton jusqu'à la porte, prêt à tout jeter. En relevant la tête, je vis de nouveau Lam Kaivi. Appuyée contre sa voiture, elle me fixait sans ciller, le collier brillant dans sa main au milieu de l'obscurité. Ce trésor de famille que je t'ai offert, tu l'as toujours gardé. Toi qui aimes tant l'argent, comment as-tu pu te résoudre à me le rendre? J'ai fait quelques pas, utilisant mon corps pour cacher le carton derrière moi, et j'ai pris un air parfaitement détaché. C'est vrai qu'il a de la valeur, mais c'est l'héritage de ta grand-mère, n'est-ce pas? Un objet laissé par un mort, ça porte malheur. C'est pour ça que je te le rends. Mes paroles la firent bouillir de rage. Elle répliqua. Après toutes les horreurs que tu as commises, tu iras sûrement en enfer. Et tu as peur des fantômes? Bien sûr, surtout d'un amour comme le tien, qui s'accroche comme une âme en peine, comme une sangsue. C'est de ça que j'ai le plus peur. Ça nuit terriblement à ma chance en amour. En entendant cela, Lam Kaivi regretta amèrement d'être venue. Elle tourna les talons, monta dans sa voiture et claqua violemment la portière. Après l'avoir regardé s'éloigner, j'ai tout jeté à la poubelle. Les 2 jours suivants, je ne suis pas sorti et la maison est devenue de plus en plus vide. Une fois tout réglé, j'ai pris tout mon argent et je suis allé à la banque. J'ai fait don de l'intégralité à une école dans une région montagneuse pauvre. En sortant, j'ai regardé la foule dans la rue et j'ai ressenti un immense soulagement m'envahir. J'ai marché jusqu'à la rive du fleuve, les jambes flageolantes. Alors que j'allais m'asseoir, Lu Nguyen est apparu derrière moi, me toisant d'un air indéchiffrable. N'aimes-tu pas l'argent plus que tout? Je te donne 30 millions. Prends l'argent, quitte Kinback et disparaît. J'ai secoué la tête avec un sourire las. Monsieur A, soyez tranquille, je suis déjà sur le départ. Lu Nguyen ne me crut pas, pensant que je faisais monter les enchères. Il augmenta son offre, 50 millions, 70 millions, 100 millions. Mais peu importe le montant, je refusai. À bout de patience, il m'attrapa par le col. Ne sois pas trop gourmand. Fung Vienne, si tu ne veux pas de l'argent pour déguerpir, alors disparais de ce monde, hurla-t-il en me poussant. Mon corps fragile bascula. Juste avant de tomber, je vis Lam Kaivi qui courait à toutes jambes dans notre direction. L'espace d'un instant, j'ai cru avoir de nouveau 10 à 8 ans, en pleine santé, plein de vie, capable de soulever d'un seul bras la femme que j'aimais qui courait vers moi. Mais aujourd'hui, ma vie n'est qu'un compte à rebours. Alors, je n'ai pas lutté, je me suis laissé tomber dans le courant déchaîné du fleuve. Je pensais que mon heure était venue, et mon âme elle-même semblait devenir plus légère. Mais en rouvrant les yeux, mon regard a croisé celui, inquiet et tendu, de Lam Kaivi. J'étais en vie, mon corps était brisé, chaque os me faisait souffrir, et mon cœur battait si fort qu'une rougeur fiévreuse colorait mon visage pâle. Lam Kaivi, modèle. Elle a voulu toucher mon front, mais j'ai esquivé d'un mouvement de tête. Voyant sa main figée dans les airs, j'ai laissé échapper un souffle méprisant. Ton fiancé a vraiment un sale caractère. Je lui ai demandé 100 millions pour disparaître à tout jamais de votre vie. Et pourtant, non seulement il a refusé, mais il a osé m'insulter. J'allais lui donner une claque pour lui remettre les idées en place, mais il a réussi à l'éviter. Quel dommage. En entendant cela, le visage de Lam Kaivi s'est décomposé. Fung Vienne, tu as tant besoin d'argent que ça? Bien sûr.
J'ai une dizaine de mannequins à satisfaire chaque semaine, il faut bien que je travaille dur. Tu ne peux pas comprendre. Ces filles d'à peine 20 ans sont impitoyables. Chaque fois que je suis avec elles, j'ai l'impression de retrouver mes 10 à 8 ans. Mes paroles désinvoltes firent saillir les veines sur le front de Lamkavi, la colère montant visiblement en elle. N'y tenant plus, elle a éclaté d'une voix forte. Tu es à ce point en manque de femmes? Fyong Vien, regarde-toi un peu. Tu ne te trouves pas répugnant? J'ai forcé un sourire. N'as-tu jamais entendu dire que la vie est courte et qu'il faut en profiter? Je ne vais pas me priver de quelques plaisirs tant que j'ai encore de l'argent. Ou devrais-je faire comme toi et jeter mon argent sur un homme comme moi pour finalement tout perdre? Lam Kaivi, soyons clairs, nous n'avons jamais été du même monde. Tu es une romantique, et moi, je n'aime que l'argent. Pour t'avoir, j'ai dû jouer la comédie de l'innocence, et c'était épuisant. Tu étais si naïve, prête à renoncer à ta fortune pour m'épouser. Tu n'imagines même pas. À l'époque, j'ai voulu un nombre incalculable de fois te conseiller de retourner chez les lames. Devenir un amant de l'ombre, un oiseau en cage dorée, peu m'importait tant que tu me donnais de l'argent. J'avais déjà tout planifié. Attendre que tu te lasses de moi, puis chacun reprendrait sa route. Toi, tu épouserais ton fiancé, et moi, j'entretiendrais ma petite maîtresse. Dommage que le destin en ait décidé autrement. Tu as frôlé la mort, mais tu as survécu, et moi je me retrouve sans un sou. J'ai gâché 7 ans de ma jeunesse pour rien, et je le regrette amèrement. Ces mots cruels firent voler en éclats les derniers souvenirs du passé dans le cœur de l'âme Kaivi. Elle fixait l'homme devant elle, incrédule, ne retrouvant plus la moindre trace de celui qu'elle avait connu autrefois. Si rapide, si détestable, si étranger. Ses lèvres ont tremblé, voulant poser une question, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Finalement, elle ferma les yeux, comme si elle rassemblait son courage pour prononcer ces derniers mots. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Chacun sa route, chacun son chemin. Ne nous revoyons plus jamais. À ces mots, un sourire éclatant illumina mon visage. En regardant sa silhouette s'éloigner, j'ai éclaté d'un rire arrogant et dément. J'ai ri jusqu'à ce que l'air manque dans mes poumons, jusqu'à sentir un goût de sang dans ma gorge. Le moniteur cardiaque a émis un son faible et continu. De peur que ce bruit ne la fasse revenir, au moment où la mort approchait, mon dernier geste fut d'arracher les capteurs sur ma poitrine. Puis je me suis rallongé. L'âme Kaivi, il semblerait que ce soit moi, finalement, qui franchirait le premier le pont vers l'au-delà. Un dernier rictus aux lèvres, j'ai fermé les yeux sans aucun regret, mon souffle s'éteignant pour toujours. Après avoir quitté l'hôpital, l'esprit de l'âme Kaivi était un chaos. Parfois, l'image de mes 10 à 8 ans lui revenait, ce garçon souriant qui l'appelait tendrement par son nom. À d'autres moments, elle ne pouvait s'empêcher de revoir mon visage sur ce lit d'hôpital. Un être sans scrupules qui souillait leur passé commun. Et si tout ce qu'ils avaient vécu n'était qu'une comédie savamment orchestrée? Si chaque instant passé ensemble était imprégné de mensonges et de tromperies, alors que signifiaient ces 7 années perdues? Elle savait que personne n'est immuable. Elle aurait même pu accepter que je devienne vaniteux, calculateur et matérialiste. Mais elle ne pouvait supporter que l'amour sincère qu'elle avait offert, tel un papillon attiré par la flamme, ait été piétiné et jeté dans la boue. C'est pourquoi elle avait prononcé ces paroles si dures, autant pour protéger sa fierté en miettes que pour préserver l'image de ce garçon pur qui vivrait à jamais dans son cœur. De toute la nuit, l'âme Khaivi n'a presque pas fermé l'œil, le cœur battant la chamade dans ses oreilles, sans qu'elle ne sache pourquoi. Au lever du jour, elle a ouvert son téléphone et a vu un message que Lune Gwen avait envoyé à l'aube. L'âme Kaivi, ne sois plus en colère, d'accord? Je peux tout expliquer à propos d'hier. Je t'attendrai demain au lieu habituel. L'âme Kaivi s'est souvenu qu'hier, après avoir vu Lune Gwen pousser quelqu'un, elle avait elle-même sauté dans la rivière. Après m'avoir sauvé, aveuglée par la colère, elle s'était violemment disputée avec Lune Gwen. Ce n'est qu'après avoir entendu ma version des faits qu'elle a compris qu'elle l'avait mal jugée. Une vague de culpabilité a envahi l'âme Kaivi. Elle s'est précipitée en voiture vers le restaurant, mais épuisée, elle s'est assoupie un instant à un feu rouge. Quand elle a rouvert les yeux, elle a vu un camion devant elle perdre soudainement le contrôle et foncer droit dans sa direction. En une fraction de seconde, elle était parfaitement réveillée. Ses mains ont réagi plus vite que son cerveau, donnant plusieurs coups de volant. Bien qu'elle ait réussi à éviter le camion, sa voiture a percuté la barrière de sécurité. Une violente explosion a retenti, les flammes ont jailli. Sous le choc, une douleur atroce a déchiré chaque nerf de son corps, la laissant couverte de sang. Devant mes yeux, les ténèbres laissaient parfois place à des images floues et fugaces. Dans un état second, elle attrapa son téléphone. D'instinct, elle composa un numéro. Après la sonnerie, une voix mécanique et froide retentit. Bonjour, votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Personne ne répondit. Le cœur de l'âme Khaivi sombra dans une obscurité sans fin. Elle se dit que si elle devait mourir dans cet accident, si c'était ses derniers instants, sa toute dernière chance, la seule chose qu'elle voulait faire était celle-ci. Alors, elle ouvrit WeChat, retrouva cette photo de profil, si familière. Elle appuya dessus et envoya un message vocal, ne posant qu'une seule question. Après avoir relâché le bouton, elle fixa l'écran un long moment. De l'autre côté, pas un mot, un silence de mort comme des années auparavant. Alors c'était vrai, il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Consciente de cette terrible vérité, Lam Kaivi appuya longuement sur le message envoyé. Mais plus de 3 minutes s'étaient écoulées. Elle chercha désespérément le bouton pour annuler, en vain. Des larmes silencieuses se mirent à couler, traçant sur sa joue le sillage d'un collier de perles brisé, tandis que sa conscience s'évanouissait. Avant de sombrer complètement dans l'inconscience, une dernière pensée traversa l'esprit de Lam Kaivi. Si Fyung Vien apprend ma mort et écoute ce message, pourra-t-il un jour retrouver la paix pour le reste de sa vie? Plongé dans les ténèbres, Lam Kaivi fit un rêve. Dans ce songe, bien qu'ayant l'apparence de ses 27 ans, elle était retournée à l'âge de 10 à 8 ans. À cette époque, nous étions ensemble depuis 3 ans. Elle me vit, moi à 10 à 8 ans, m'approcher d'elle. Quand je pris l'initiative de lui prendre la main, son cœur, une fois de plus, ne put s'empêcher de sombrer. Elle serra ma main dans la sienne, entrelaça nos doigts, et m'attira contre elle dans une étreinte puissante, comme pour me fusionner à son propre corps. Je ne te lâcherai plus jamais de toute ma vie. Son étreinte était si forte que j'en perdais le souffle. Mais qu'est-ce qui te prend encore? Nous sommes en pleine rue, il y a plein de monde, lâche-moi! Mais en croisant son regard pur où mon propre visage se reflétait, j'ai compris. Mon retour avait ravivé une flamme en elle. Elle a doucement desserré son étreinte, mais ses yeux restaient rivés sur moi. Elle semblait terrifiée à l'idée que je disparaisse au moindre clignement de paupières. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis penché et j'ai caressé tendrement ses sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une mauvaise journée? Dis tout au meilleur petit ami du monde, il trouvera toujours une solution pour toi. Mon sourire, chaud comme un soleil de printemps, pouvait faire fondre n'importe quelle armure. Même celle que Lam Kaivi avait mis des années à se forger. Elle s'est blottie contre mon épaule et sa voix s'est brisée. Fyung Vien, cette nuit, j'ai fait un rêve. Nous avions 27 ans, c'était merveilleux. On était mariés, n'est-ce pas? On vivait au bord de la mer, on avait 2 enfants. Chaque soir après le travail, on les emmenait se promener au coucher du soleil. C'est bien ça? En écoutant la scène que je lui décrivais, Lam Kaivi semblait la voir de ses propres yeux. Une tristesse infinie a envahi son cœur, et seul mon léger parfum de soleil, qu'elle respirait avidement, parvenait à contenir son désespoir. Non, à ce moment-là, nous n'étions pas encore mariés. Mes yeux se sont écarquillés. Comment ça? Tu te moques de moi? Lam Kaivi a parfaitement saisi la panique qui a traversé mon regard. Elle savait que nous partagions la même angoisse. Pourquoi la Lam Kaivi de 27 ans et moi n'étions-nous plus ensemble? Nous étions-nous séparés? Cette vérité lui semblait trop cruelle, trop brutale. Elle ne voulait pas qu'un tel fardeau pèse sur mon cœur. Je devais rester insouciant, pur et innocent, sous sa protection. Rempli d'un espoir sincère pour l'amour, pour l'avenir, pour le bonheur. Alors elle a forcé un sourire et a dit sur le ton de la plaisanterie. Oui, je t'ai menti, nous étions bien mariés, nous n'avions juste pas encore célébré la cérémonie. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement, mais alors? Pourquoi attendre tes 27 ans pour m'épouser? Le sourire de Lam Kaivi s'est effacé. D'une voix qui semblait s'adresser à elle-même, elle a murmuré « Parce que j'étais malade. J'ai eu besoin de 5 ans pour guérir, avant de pouvoir enfin t'épouser, comme si une force obscure l'avait entendu. » À peine ces mots prononcés, une douleur fulgurante lui a transpercé la poitrine. Dans une agonie insoutenable, son âme a été arrachée de son corps, s'éloignant peu à peu. Juste avant de disparaître complètement, elle a entendu la voix de la Lam Kaivi de 10 à 8 ans. « Fyung Vien, m'aimeras-tu toute la vie? Ne me quitteras-tu jamais ?» Et le Fyung Vien de 10 à 8 ans lui avait répondu d'une seule phrase « Bien sûr, j'en fais le serment sur ma propre vie. » Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Lam Kaivi ne vit que des murs d'un blanc éclatant. Encore prisonnière de son rêve, elle murmurait sans cesse le même nom, Fyung Vien. Lu Nguyen, qui veillait à son chevet depuis 3 jours et 3 nuits, l'entendit. La joie sur son visage se figea, remplacée par une vague de colère et de ressentiment. Lam Kaivi, regarde bien qui je suis. Cette voix stridente a finalement ramené Lam Kaivi à la réalité. Elle a balayé la chambre du regard et, ne voyant personne d'autre, a posé les yeux sur Lu Nguyen. Lu Nguyen? Qu'est-ce que tu fais là? Mais son regard fuyant ne lui avait pas échappé. Il comprit immédiatement qui elle cherchait, et les émotions qu'il avait réprimées pendant 3 jours ont finalement explosé. Je suis ton fiancé. Où voudrais-tu que je sois? Qui espérais-tu voir à ma place? Fyung Vien, laisse-moi te le dire, pendant tout le temps où tu étais dans le coma, il n'est pas venu une seule fois. Pas un message, pas un appel. Chaque mot était comme une aiguille s'enfonçant droit dans le cœur de Lam Kaivi. Elle porta la main à sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer. Alors, tout n'était qu'un rêve, et ce serment sur sa vie n'était qu'un mensonge. Elle ferma les yeux, dissimulant le tumulte de ses émotions, tandis qu'un sourire amer se dessinait sur ses lèvres. Après un long moment, Lam Kaivi retrouva son calme. En rouvrant les yeux, elle vit que ceux de Liu Nguyen étaient rouges de colère, mais qu'il luttait pour retenir ses larmes. Elle tenta de s'expliquer. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, Liu Nguyen. Je sais que tu es resté avec moi pendant 3 jours, que tu t'es beaucoup inquiété pour moi. Je voulais juste te parler de ce qui s'est passé au bord de la rivière, c'était un malentendu de ma part. » Mais elle n'eut pas le temps de finir, coupée par le cri de Liu Nguyen. « Tu savais tout? Alors pourquoi n'y a-t-il de la place que pour Fyung Vien dans ton cœur?
Ton dernier appel avant de t'évanouir, c'était pour lui. Ton dernier message aussi. Et même pendant ces 3 jours, tu n'as cessé de murmurer son nom dans ton sommeil. Ta première réaction en te réveillant a été de le chercher. L'âme Kaivi, dans notre relation, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher. Pourquoi ne peux-tu pas être aussi dévoué envers moi? M'être totalement fidèle? Si tu ne pouvais pas oublier Fyung Vien, tu n'aurais jamais dû t'engager avec moi. Si tu es avec moi, alors tu ne devrais plus penser à lui. C'est une logique si simple, tu ne comprends pas? Dis-moi, suis-je vraiment ton fiancé, ou juste un instrument pour provoquer Fyung Vien? Nous sommes sur le point de nous marier, et tu n'arrives toujours pas à oublier ton ex qui t'a abandonné il y a 5 ans. Tu prétends vouloir te venger pour le garder près de toi, mais n'est-ce pas juste une excuse pour le voir encore et encore? Tu pensais vraiment que j'étais aveugle à ce point? Ce flot d'accusations laissa l'âme Kaivi complètement pétrifiée. Elle n'aurait jamais imaginé que Liu Nguyen portait en lui une telle amertume. En repensant à l'année passée avec lui, tous ses souvenirs semblaient flous, indistincts, sans le moindre détail marquant. Mais tout ce qui concernait Fyung Vien, chaque image, chaque instant, était gravé dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Face à ce contraste saisissant, l'âme Kaivi ne pouvait plus se mentir. Elle devait admettre qu'elle n'avait jamais véritablement aimé Liu Nguyen. Mais alors, qu'en était-il de Fyung Vien? L'aimait-elle encore? L'âme Kaivi l'ignorait et avait même honte de se poser la question. En voyant le flot d'émotions contradictoires sur son visage et son silence obstiné, la fureur qui couvait en Liu Nguyen explosa. Il serra les poings, abandonnant tout masque de bienveillance. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce Fyung Vien? S'il n'était qu'un profiteur, pourquoi aurait-il refusé les 100 millions que je lui ai offerts au bord de la rivière? Ne vois-tu pas qu'il ne fait que jouer avec tes sentiments? Il jubile de ce sentiment de pouvoir, de te voir le poursuivre aveuglément. C'est la seule raison pour laquelle il te colle avec autant d'effronterie. Cet homme est méprisable. En le poussant dans cette rivière, même s'il s'était noyé, il n'aurait fait que payer pour ses crimes. Je l'ai fait pour toi, pour te protéger. De quel droit oses-tu me le reprocher? Le regard de l'âme Kaivi se figea. Dans ses yeux injectés de sang, la surprise se mêlait à l'incrédulité, à l'incompréhension et à une foule d'autres émotions. Liu Nguyen venait d'avouer lui avoir offert 100 millions pour qu'il parte et l'avoir poussé dans l'eau de ses propres mains. Pourtant, la version de Fyung Vien était qu'il avait tenté de faire chanter Liu Nguyen pour 100 millions et qu'en colère après son refus, il avait déclenché une bagarre et était tombé accidentellement à l'eau. Un seul et même événement, mais deux versions radicalement opposées. Qui des deux mentait? À cette pensée, la respiration de l'âme Kaivi s'accéléra. Elle réalisa aussitôt que le menteur ne pouvait pas être Liu Nguyen. Le mariage approchant, il voulait à tout prix se débarrasser du problème que représentait Fyung Vien, il l'avait même poussé à le licencier. Et le jour de l'incident, il était déjà furieux qu'elle l'ait confronté. C'est donc lui qui avait pris l'initiative de rencontrer Fyung Vien. Il était donc tout à fait logique qu'il ait voulu régler le problème avec de l'argent. Le menteur, c'était donc Fyung Vien? Mais 100 millions lui avaient été offerts sur un plateau. Lui, si avide d'argent, pourquoi les aurait-il refusés? Après ce refus, il a été poussé dans la rivière. Sans elle, il serait mort noyé, une affaire de vie ou de mort. Pourquoi aurait-il inventé une autre histoire pour la tromper? Une myriade de questions tourbillonnaient dans l'esprit de l'âme Kaivi, un écheveau de doutes impossible à démêler. Perdue dans ses pensées, elle tentait de reconstituer le puzzle, ignorant la fureur grandissante de Liu Nguyen. Ce silence interminable fut la goutte d'huile sur le feu. Il ne put retenir sa colère plus longtemps. L'âme Kaivi, est-ce que tu m'entends? Si ton futur mari t'indiffère à ce point, alors rompons. Et ne nous revoyons plus jamais. Son ultimatum exigeait une réponse immédiate. Mais à peine remise de sa maladie et submergée par ce flot d'informations, l'âme Kaivi était à bout de force. Elle massa ses tempes douloureuses, et d'une voix épuisée, elle murmura « Liu Nguyen, peux-tu me laisser quelques jours pour réfléchir ?» Demander du temps, sans admettre ses torts. Pour Liu Nguyen, c'était une manœuvre dilatoire, un accord tacite pour leur rupture. Il ne pouvait plus se mentir à lui-même, se persuader que c'était lui que l'âme Kaivi aimait plus que tout. Les larmes qu'il avait si longtemps contenues dévalèrent sur ses joues. Il lui tourna le dos et s'en alla. Cette fois, l'âme Kaivi ne le retint pas. Elle prit son téléphone, ouvrit son journal d'appels et découvrit des dizaines d'appels de Liu Nguyen après son accident. Et le tout dernier appel, qu'elle avait passé, était destiné à Fyung Vien. Elle fixa ce nom un long moment, puis ouvrit WeChat. Dans la marée de messages non lus, elle fit défiler jusqu'en bas de la liste. Aucune pastille rouge à côté du compte de Fyung Vien. Leur dernier échange était un message vocal qu'elle lui avait envoyé 3 jours plus tôt. Elle appuya dessus et entendit sa propre voix, faible et rauque. Fyung Vien, je crois que c'est la fin pour moi. Peux-tu me dire la vérité, une dernière fois? As-tu eu des regrets? M'as-tu seulement aimé un jour? N'y tenant plus, l'âme Kaivi cliqua sur sa photo de profil. Depuis leur rupture fracassante, il s'était volatilisé sans laisser de traces. En 5 ans, elle ne se souvenait que d'une seule publication de sa part, un an auparavant. Il avait posté une série de photos de voyage à Taesong Ban Nap, où il semblait être seul. C'est parce qu'elle le croyait toujours célibataire qu'elle avait fait ce voyage insensé à Loctan, rachetant son entreprise et le forçant à devenir son secrétaire. Depuis,
Son profil était resté silencieux. La photo le montrait à côté d'un éléphant à Tai Song Ban Nap, affichant un sourire radieux qui lui donnait à nouveau 10 à 8 ans. Et sa biographie ne contenait qu'une seule phrase. Le reste de ma vie, silencieux comme un rêve. De retour sur la conversation, ses doigts ont tapé un long message, mais au moment de l'envoyer, une hésitation l'a saisie. Elle effaça tout, encore et encore, pour ne laisser que 3 mots. Je suis vivante. De l'autre côté, un silence de mort. Et plus les secondes passaient, plus l'angoisse montait en elle. Alors qu'elle allait lancer l'appel, une infirmière entra pour l'emmener faire ses examens. Elle n'eut pas le choix. Le chemin vers la salle d'examen traversait un long couloir. À mi-parcours, un brancard apparut soudain, venant en sens inverse. En s'écartant, son regard fut attiré par la forme sous le drap blanc. Son cœur s'emballa, une panique irrationnelle la submergea. Étonnée par cette soudaine vague d'émotions, elle se tourna vers l'infirmière pour en savoir plus. L'infirmière jeta un regard las et dit d'une voix grave, « Un patient décédé d'un problème cardiaque. De son vivant, il avait fait don de son corps à la science. » Un problème cardiaque. Le regard de l'âme, Kyvie se figea. Ses yeux se baissèrent vers sa propre poitrine, et elle ne put s'empêcher de demander quel était le problème avec son cœur. Je ne sais pas exactement. Il aurait subi une opération, son cœur a été remplacé par un artificiel. La durée de vie de l'appareil arrivait à son terme, mais il n'a pas pris soin de lui, et n'a même pas tenu les 5 ans prévus. Un cœur artificiel. L'âme Kyvie connaissait bien le sujet. 5 ans plus tôt, sans donneur compatible, elle avait sérieusement envisagé cette option radicale. Même si cela ne prolongeait la vie que de 5 ans au maximum, pour elle, un seul jour de plus à mes côtés aurait été une victoire. Mais quand je l'ai appris, j'ai refusé catégoriquement. J'ai insisté pour que nous attendions un vrai donneur. Elle n'a même pas eu le temps de me convaincre. C'est alors que ma trahison a éclaté au grand jour. Pour elle, c'était tout simplement impossible à croire. Jusqu'à ce que ses amis l'emmènent me surprendre avec une autre, la forçant à admettre la vérité. Ce jour-là, le choc fut si violent qu'elle s'est évanouie. Son état s'est aggravé brutalement, elle a été emmenée en chirurgie la nuit même. Alors qu'il préparait le cœur artificiel, l'hôpital a reçu un appel. Un donneur compatible venait d'être trouvé. En apprenant la nouvelle, les parents de l'âme se sont précipités. Sans la moindre hésitation, ils ont signé les papiers pour l'opération. L'opération fut un succès, un vrai miracle. La famille Lam a voulu remercier le donneur, mais l'hôpital leur a dit que celui-ci n'avait aucune famille. Pas d'amis non plus, juste un acte de bonté anonyme, ils ont donc dû abandonner leurs recherches. Et depuis le moment où elle est entrée en salle d'opération pendant 5 longues années, c'est comme si je m'étais évaporé de la surface de la Terre. J'ai changé de numéro, ignoré tous les messages, sur toutes les plateformes. Aucune trace de moi n'a pu être trouvée. Lam Kyvie, elle, a passé 5 ans à l'étranger pour sa convalescence. C'est là-bas qu'elle a retrouvé un ancien camarade de classe, Lu Nguyen. Une fois complètement rétablie, elle est rentrée au pays pour reprendre l'entreprise familiale des lames. Puis, elle a découvert où j'étais grâce à une publication, et m'a ramené à Kinback. Peu après, elle a accepté de devenir la petite amie de Lu Nguyen. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, Lam Kyvie devait bien l'admettre. Ce que Lu Nguyen venait de lui dire dans cette chambre était la pure vérité, la vraie raison pour laquelle elle était avec lui. Ses intentions n'étaient pas pures, et au fond de son cœur, la haine et la douleur qu'elle ressentait pour moi, toutes ces émotions prenaient racine au même endroit. Un amour passionné, prêt à tout affronter, sans la moindre hésitation, un amour qui préférait la mort à la soumission. Le brancard s'éloignait. Un courant d'air souleva le drap blanc, révélant le visage paisible du défunt. Mais l'âme Kyvie venait juste de détourner le regard, elle ne vit rien. Après l'examen, le médecin s'est montré rassurant. Rien de grave, juste des blessures superficielles. Il lui a tout de même prescrit 1 mois d'hospitalisation. Elle s'apprêtait à refuser, quand son père est arrivé, en toute hâte. Sa mère, quant à elle, l'a immédiatement réprimandé. « Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu tiens vraiment à jouer avec ta santé? Tu te maries avec Lu Nguyen dans 2 mois. Comment comptes-tu faire si tu ne te reposes pas correctement ?» En entendant le mot mariage, le cœur de Lam Kyvie rata un battement. Un sentiment de rejet instinctif l'envahit. Il y a quelques mois, elle avait accepté d'épouser Lu Nguyen pour faire cesser les plaintes incessantes de ses parents. Un simple compromis. Mais après avoir frôlé la mort une fois de plus, elle a soudain réalisé à quel point sa vie était semée d'embûches. Ne pas pouvoir vivre sa vie comme elle l'entendait. C'était vraiment trop triste. Surtout après avoir entendu la confession de Lu Nguyen, elle avait longuement réfléchi. Elle ne l'aimait pas. Pourtant, elle devait l'épouser et gâcher ainsi les dizaines d'années qui lui restaient à vivre. Était-ce vraiment juste, pour l'un comme pour l'autre? C'est pourquoi, à cet instant, Lam Kyvie rassembla tout son courage pour parler à ses parents. J'ai parlé avec Lu Nguyen. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que nos sentiments ne sont pas assez forts pour nous engager pour la vie. Alors, annulons le mariage. En entendant ces mots, la fureur s'empara des parents de Lam. Ils explosèrent sur le champ. Lam Kyvie, as-tu perdu la tête? Ce mariage ne vous concerne pas seulement tous les deux, il s'agit aussi d'un partenariat commercial entre nos familles. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Qu'on peut tout annuler sur un coup de tête? Tu es la directrice du groupe Lam.
Tu dois te comporter comme tel. Tu as déjà fait le mauvais choix une fois. Vas-tu répéter la même erreur? C'est encore à cause de Fyung-Vien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce bon Arien t'a encore raconté? Il essaie de vous séparer? Toi et Yoon-Gien? Je savais bien qu'il n'était pas du genre à se contenter de peu. Je te l'avais dit il y a un an. Ce genre d'arriviste avide et prétentieux, il fallait le laisser se débrouiller seul, ne pas le ramener à la maison pour s'attirer des ennuis. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu nous as même dit vouloir le punir. Et au final, tu l'as engagé comme secrétaire. Il a profité de ton argent. Sois honnête avec toi-même. Appelles-tu vraiment ça une punition? Qu'a-t-il perdu dans tout ça? Face à ce flot d'accusations, le visage de Lam Kaivi se crispa. Ses lèvres tremblèrent, elle voulut répliquer, mais les mots s'évanouirent, la laissant avec un profond sentiment d'impuissance. Après un long silence, sa voix résonna, glaciale, dans la pièce. Ma décision est prise. Il n'y a plus rien à négocier. En tant que PDG du groupe, j'assumerai seul les conséquences, ne vous inquiétez pas. Voyant son entêtement, le père de l'âme entra dans une colère noire. Très bien, maintenant que tu as des ailes, tu oses nous défier, c'est ça? Nous sommes vieux, nous ne pouvons plus rien contre toi, mais n'oublie jamais que chacune de tes décisions exige des comptes à la famille Lam. Dis-moi la vérité, tu veux annuler ce mariage, n'est-ce pas? Une partie de Lam Kaivi criait non. Mais ces deux simples mots restaient coincés dans sa gorge, comme une arête de poisson. Parfois, le silence est le plus terrible des aveux. La mère de l'âme prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser ses émotions, avant de poser une condition. D'accord, puisque tu veux annuler, alors faisons un pari. Je donne un mois à Fyong-Vien, je vais virer 300 millions sur son compte avec un seul message, qu'il disparaisse de ta vie pour toujours. S'il prend l'argent mais ne part pas, ou s'il te contacte ne serait-ce qu'une fois, alors je reconnaîtrai ma défaite. Tu pourras annuler le mariage, et même le ramener à la maison si tu le souhaites. Ton père et moi ne nous y opposerons plus jamais. À ces mots, Lam Kaivi releva brusquement la tête, regardant ses parents avec une totale incrédulité. Il ne s'opposerait plus à elle. L'espace d'un instant, elle crut rêver, n'osant croire ce qu'elle venait d'entendre. Était-ce bien eux qui venaient de prononcer ces paroles? Mais après le choc vint l'urgence. Elle s'empressa de demander le reste des conditions, et obtint rapidement sa réponse. Durant ce mois, tu resteras à l'hôpital, sans en sortir d'un seul pas. Tu n'auras pas le droit de lui révéler, ni directement ni indirectement, la moindre information sur ce pari, sinon tu auras perdu. S'il prend l'argent, et quitte Kinback, ou même s'il reste mais ne te contacte pas, tu auras perdu. Tu devras alors épouser Yoon Nguyen, et oublier cet homme pour l'éternité. Sa vie ou sa mort ne te concernera plus jamais. C'est comme si un tremblement de terre venait d'exploser dans la poitrine de Lam Kaivi. Tout son monde semblait s'effondrer. Elle ne pouvait imaginer ce que deviendrait sa vie si elle acceptait ce pari et gagnait. Et elle osait encore moins imaginer ce qu'elle serait capable de faire si elle perdait, des actes que même elle ne pouvait prévoir. En un éclair, une myriade de possibilités traversa son esprit, des images confuses qui finirent par former le visage de celui qu'elle aimait, celui dont elle rêvait à ses 10 à 8 ans. Le dernier serment entendu avant de se réveiller résonna à nouveau à ses oreilles. Telle une boîte de Pandore l'incitant à l'ouvrir, elle prononça les mots fatidiques « J'accepte ». La voyant hésiter si longtemps cette fois, son père ricana froidement. Ces paroles de ta mère, tu les attends depuis près de 10 ans, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, pour cet homme, tu étais prête à renoncer à ta vie et à couper les ponts avec nous. Sans la moindre hésitation, la condition que nous te proposons est si simple. Nous ne demandons même pas qu'il te dise je t'aime, il suffit qu'il t'appelle ou qu'il t'envoie un simple point pour que tu gagnes. Alors pourquoi réfléchir si longtemps maintenant? Est-ce parce que tu sens que c'est un pari où tu risques de tout perdre? Tu n'as aucune certitude de gagner, alors tu n'oses pas te décider? Ces paroles achevèrent de semer le chaos dans l'esprit déjà confus de Lam Kaivi. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage resta d'un calme imperturbable. Elle tourna la tête vers le téléphone silencieux sur la table et murmura « Je ne parierai qu'une seule fois dans ma vie. Victoire ou défaite, j'accepterai le résultat. » En entendant cela, ses parents poussèrent un soupir de soulagement. Ils échangèrent un regard, puis appelèrent les gardes du corps pour installer des caméras de surveillance dans tout l'hôpital, ne laissant aucun angle mort. Ensuite, ils lui prirent tout ce qui pouvait la connecter au monde extérieur, et le placèrent dans une salle de contrôle. Une surveillance 24 heures sur 24 fut mise en place. La porte fut équipée d'un système de contrôle d'accès. Tout le personnel médical, ainsi que la famille et les amis en visite. Même le personnel de nettoyage devait remplir un formulaire pour tout consigner. Une fois tout préparé, sa mère montra à Lam Kaivi la capture d'écran du virement de 300 millions. Après sa confirmation, elle lança le compte à rebours de 30 jours. Tic-tac, tic-tac. Le cœur de Lam Kaivi battait au rythme de l'horloge numérique, sans une seconde de répit. Privé de tout moyen de communication, piégé dans ce petit espace. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque fois que la porte faisait un bruit, que quelqu'un passait dans le couloir, ou qu'un oiseau chantait à la fenêtre, Lam Kaivi était submergée par une tension insoutenable. Elle était comme un oiseau effarouché, sursautant au moindre bruit, mais espérant secrètement que la corde de l'arc se tende enfin dans ce silence de mort. Si un changement devait survenir, serait-ce une bénédiction, ou une nouvelle catastrophe?
Lam Kaivi n'en savait rien et n'osait même pas y songer. Les jours s'égrenaient, implacables. 30 jours devinrent 25, puis 20 et enfin 15. Pendant ce temps, seuls quelques amis étaient passés la voir, toujours sous surveillance. N'ayant pas le cœur à discuter, elle les avait simplement congédiés. Lu Nguyen était venu 3 fois lui aussi, mais elle avait toujours trouvé une excuse pour l'éviter. Un jour, une ancienne camarade de classe lui rendit visite, porteuse d'une bonne nouvelle. Lam Kaivi, tu te souviens de la collecte de fonds pour notre ancienne école? Eh bien, l'école a utilisé l'argent pour améliorer les conditions d'enseignement. Bientôt, pour le 100e anniversaire de l'établissement, il nous invite à voir le résultat et à prendre une photo souvenir. Tu auras bien le temps de venir, n'est-ce pas? C'est à cet instant que Lam Kaivi se rappela que le délégué de classe avait évoqué cette collecte après la réunion des anciens élèves. La famille Lam était une riche lignée de Kin Bak, toujours très engagée dans les œuvres de charité, et leurs dons avaient été considérables. Le 100e anniversaire était un événement majeur. Par devoir et par principe, elle se devait d'y assister. Après un moment de réflexion, elle hocha la tête et demanda la date. Son ami agita la main, d'un air à la fois respectueux et prévenant. Je sais que tu es très occupé, je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes de ce genre de détails. Ne t'en fais pas, le jour J je t'enverrai un message. Si tu peux venir, alors viens. Après quelques banalités, son ami se leva pour partir, mais posa une dernière question. La dernière fois, Lu Nguyen m'a dit que vous alliez bientôt vous marier. C'est pour quand? Il faut que je prépare un beau cadeau. Le cœur de Lam Kaivi, à peine calmé, rata un battement violent. Son regard se porta instinctivement sur le compte à rebours. Une lueur complexe traversa ses yeux, mais ses mots furent tout autres. C'est reporté pour l'instant. Et ça pourrait même être annulé. Sa propre voix était empreinte d'incertitude. Incertaine que ce mariage ait lieu comme prévu. Incertaine de ce qu'il attendrait au bout de ces 10 jours. Incertaine de savoir qui serait l'homme qui partagerait le reste de sa vie. Elle aussi attendait le dénouement final. Que ce soit une rupture nette, une lente agonie, un piège ou une libération. Elle était prête à tout accepter. Un autre jour passa. Le compte à rebours passa de 10 à 9. Lam Kaivi sentait le temps s'accélérer. Son corps se rétablissait, mais ses nerfs étaient de plus en plus à vif. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, puis restait assise, à garde, à regarder les heures défiler jusqu'à l'aube. Quand il ne resta plus que 3 jours, elle demanda à ses gardes de faire passer un message. Elle voulait 1 heure pour consulter son téléphone et le registre des visites. Ses parents acceptèrent et lui apportèrent eux-mêmes ses affaires. Sous leur regard impassible, elle déverrouilla son téléphone. Tout semblait normal, aucun signe de sabotage ou de brouillage. Dans son journal d'appel et sur WeChat, il y avait de nombreux appels manqués et messages non lus, mais aucun au nom de Fyung Vien. Elle éteignit l'écran, puis inspecta le registre des visites, encore et encore. Ce nom n'y figurait pas non plus. L'espoir qu'elle avait si longtemps nourri s'effondra. Lam Kaivi ne pouvait mettre de mots sur ce qu'elle ressentait. Sans un son, elle rendit les objets, se rassit et fixa le compte à rebours, sans ciller. De 3, le chiffre passa à 2, puis à 1. Ses nerfs étaient tendus à se rompre. Alors que le compte à rebours de 60 secondes commençait, son cœur menaçait de s'échapper de sa poitrine, ses paumes devenant moites. Les 10 dernières secondes. Des pas précipités résonnèrent enfin derrière la porte. C'était son salut. Épuisée, elle se traîna, titubant vers la porte. Le temps s'arrêta sur le chiffre 0. À cet instant, la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas le visage qu'elle espérait voir. C'était Lu Nguyen. Il ne prononça que 3 mots. Tu as perdu. Toutes ses craintes enfouies devinrent réalité, se muant en une tempête de glace qui submergea complètement Lam Kaivi. Elle resta figée, pétrifiée, une fureur silencieuse grondant dans ses yeux rougis. Son visage se crispa, une question muette sur ses lèvres. Pourquoi? Une interrogation adressée à l'absent, ou peut, être à elle-même. Le résultat n'était-il pas prévisible depuis le début? Pourquoi avoir pris ce pari insensé? Pourquoi avait-elle encore placé ses espoirs en cet homme qui l'avait maintes fois précipité dans l'abîme? 3 millions. Était-ce le prix de ces 12 dernières années? Et des décennies à venir? Le désespoir était un mot trop faible. Lam Kaivi se sentit complètement vidée, le monde devint noir avant qu'elle ne perde connaissance. À son réveil, ses parents se tenaient au pied de son lit. Lam Kaivi, un pari perdu doit être accepté. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Fyung Vien n'est qu'un profiteur sans cœur. Maintenant, tu devrais voir son vrai visage. Oublie-le complètement et construis ton avenir avec Lu Nguyen. Ce soir, nous dînons avec sa famille pour discuter des détails du mariage. Ta présence est obligatoire. Lam Kaivi resta silencieuse, incapable de dire oui, incapable de dire non. Ses parents continuaient leur monologue incessant quand son téléphone sonna. C'était un ancien camarade, l'invitant à la fête de l'école. Aujourd'hui même. Étouffant dans cette chambre, elle saisit ce prétexte pour s'enfuir. L'université entière baignait dans une atmosphère joyeuse et festive. Debout sur la place familière, Lam Kaivi contempla les allées bordées d'arbres, la bibliothèque majestueuse, le lac des cygnes si clairs. Chaque recoin gardait une trace de leurs pas, à lui et à elle. En voyant ses étudiants, pleins de jeunesse, se rassemblant par petits groupes pour rire et prendre des photos, les souvenirs du passé l'envahirent. Son humeur déjà sombre s'alourdit encore.
Sentant son manque d'enthousiasme, les organisateurs accélérèrent le programme, les guidant vers le nouveau laboratoire. L'école avait reçu d'importantes donations, qui avaient toutes été investies pour améliorer l'enseignement, notamment pour ce nouveau laboratoire de recherche en biochimie. Ici, c'est notre département de médecine. En tant que plus grande donatrice de cette campagne, l'âme Kaivi fut placée au premier rang. L'esprit embrumé, elle marchait lentement, se laissant distancer par le groupe qui entrait déjà dans le laboratoire. Avant la visite, le téléphone de ses parents sonna de nouveau. L'âme Kaivi, il est déjà 4 heures, pourquoi n'es-tu pas encore à l'hôtel? À la pensée de ce qui l'attendait ce soir, elle se sentit suffoquée. Elle ne voulait pas répondre. Le ton de ses parents devint glacial. Que tu le veuilles ou non, tu dois venir ce soir. Fung Vien a pris l'argent et s'est enfui. Il ne réapparaîtra plus jamais dans ta vie. Cette dernière phrase fit exploser la colère qui couvait en l'âme Kaivi. Elle s'apprêtait à répliquer quand un cri de surprise retentit devant elle. L'âme Kaivi tourna instinctivement la tête et son regard se posa sur un conteneur médical, haut comme un homme. Sous l'ondulation du liquide, le corps à l'intérieur pivota lentement sur lui-même, révélant le visage jeune et paisible d'un homme. À cet instant, les yeux de l'âme Kaivi menaçaient de sortir de leurs orbites. Son univers vola en éclats. Quelque chose à l'intérieur d'elle s'effondrait, une destruction violente et totale, anéantissant ses émotions, sa raison, ses pensées, et même sa vie. Quelques secondes plus tôt, cet homme était censé être parti avec 300 millions. L'homme qui devait disparaître pour toujours de sa vie. Il était là, à seulement 5 mètres, et pourtant, elle n'avait pas le courage de s'approcher. Elle crut être prise d'hallucination, ou peu, être rêvait-elle. Pourquoi ce visage est-il identique au sien? Pourquoi a-t-il les yeux fermés? Pourquoi est-il enfermé dans ce container? Et pourquoi l'étiquette indique-t-elle les mots spécimen de démonstration? L'âme Kaivi ne comprenait pas. Elle ne pouvait que se répéter, encore et encore. Non, ce n'est qu'un modèle. Il a pris l'argent pour commencer une nouvelle vie. Un homme comme lui, si plein de vie, qui a survécu à tout. Comment pourrait-il lui arriver quelque chose? Ce n'est qu'un modèle. Ses lèvres tremblantes s'entr'ouvrirent, cherchant de l'air. Elle secouait la tête frénétiquement, mais le brouhaha autour d'elle confirmait son cauchemar. Des visages connus ou inconnus murmuraient tous la même chose. L'âme Kaivi, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Mais c'est ton ex Fung Vien. On l'a vu le mois dernier, il allait bien, non? Comment est-ce possible? À vrai dire, il n'avait déjà pas l'air en forme. Il était maigre comme un squelette, sans la moindre couleur sur le visage. Il a dû mourir de maladie. Dire que notre dernière rencontre était vraiment la dernière. Il n'avait que 26 ou 27 ans, n'est-ce pas? Si jeune. Chaque mot qu'il prononçait s'abattait comme des rochers, comme des montagnes entières, sur le cœur de l'âme Kaivi. La fragile armure qu'elle avait péniblement érigée pour se mentir à elle-même vola en éclats en un instant. Refusant cette vérité, elle s'avança en titubant, agrippant la main du directeur. Ses yeux, emplis de stupeur et de panique, laissaient transparaître une supplication infinie. D'une voix brisée, elle le supplia de nier l'évidence. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-leur la vérité. Mais le directeur, perplexe, ne comprenait rien à la situation. Il se tourna vers le doyen de la faculté de médecine, attendant une explication. Ce dernier consulta rapidement ses documents avant de prendre la parole. Il s'agit d'un corps que notre institut vient de recevoir pour étude. De son vivant, cet homme a signé un accord de don avec notre laboratoire. Ainsi, après son décès, nous avons respecté ses dernières volontés en l'utilisant pour l'enseignement, conformément à l'accord qu'il a signé. L'enseignement. Chaque syllabe était une lame acérée, se plantant dans la poitrine de l'âme Kaivi. Incapable d'accepter de tels mots, son poing s'envola et frappa violemment le visage du doyen. Quelle sornette racontez-vous? Pourquoi portez-vous malheur à quelqu'un de bien vivant? Fung Vien ne peut pas être mort, et encore moins avoir fait don de quoi que ce soit. Il était bien trop égoïste. Comment une personne comme lui pourrait-elle simplement mourir? L'âme Kaivi hurla ses questions jusqu'à s'en briser la voix. Finalement, submergée par les larmes, elle se tut, anéantie. Voyant sa fureur, des personnes se précipitèrent pour la retenir, tandis qu'une autre sortait un dossier d'une armoire. Le doyen reprit la parole. Tout est vrai. Voici l'accord que cet homme a signé avec nous il y a 2 mois. Et voici le certificat de décès émis par l'hôpital Oaha il y a 1 mois. Sur l'accord, son nom, écrit de sa propre main. Le regard de l'âme Kaivi se posa sur cette écriture qu'elle connaissait si bien. Puis, elle vit la date, le 10 à 9 décembre. Elle se souvint de ce jour. Elle avait entendu des mots si douloureux, si insupportables. Incapable d'affronter cette réalité sanglante, elle avait tourné les talons et était partie. Encore aujourd'hui, elle se rappelle les mots qu'elle m'a jetés au visage ce jour-là. Très bien. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre toi et moi. Chacun sa route, nous sommes des étrangers, ne nous revoyons plus jamais. Une phrase cruelle, lancée sous le coup de la colère, était devenue une prophétie. Il s'est avéré que dans cette vie, nous ne nous reverrions vraiment plus. Le monde de l'âme Kaivi plongea dans un silence de mort. Les bruits de pas, les voix, tout s'estompa. Les visages, les objets, la pièce entière devint floue. Elle n'entendait plus rien. Une seule pensée subsistait dans son esprit. Elle devait m'emmener loin de cette salle, loin de cet endroit, loin de ce monde.
Elle voulait m'emmener dans un lieu où personne ne pourrait nous trouver, pour ne plus jamais être séparés. Alors, elle s'est élancée, brisant le caisson de verre de toutes ses forces. L'eau éclaboussa partout, provoquant des cris et un mouvement de panique. Mais l'âme Kaivi, elle, m'a enlacé. Pour être exact, elle m'a étreint de toutes ses forces. Elle serrait dans ses bras l'unique amour de sa vie. Celui qui avait promis de l'épouser, son premier amour. Mais aussi l'ex-petit ami qu'il avait abandonné sans un regard en arrière, ou même cet assistant qui ne parlait que d'argent. Mes identités ont changé, encore et encore. Notre relation n'a cessé d'évoluer. Le monde entier changeait autour de nous. Mais la seule chose immuable, c'était son amour pour moi, même après m'avoir complètement perdu. Finalement, l'âme Khaivi a dû admettre cette vérité. Son amour pour moi transcendait le passé, le présent et le futur. Même l'effondrement du monde, la fin de la civilisation ou la destruction de l'univers ne pourrait effacer cette réalité. Sous les regards horrifiés de la foule, elle m'a porté hors de la salle, hors de l'université, cherchant un refuge loin du monde. Mais où qu'elle aille, elle ne pouvait échapper au gratte-ciel, aux néons, au flot incessant des voitures et des gens. Ce monde était un labyrinthe qui l'emprisonnait. Sans aucun endroit où aller, sans issue possible, elle a épuisé ses dernières forces avant de s'effondrer dans la rue, cernée par la foule. Elle entendait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, serrant mon corps contre le sien. Peu importe les supplications, les tentatives de nous séparer, elle ne lâchait pas. Ses parents lui ont demandé si elle était devenue folle. Elle a répondu « Je le suis depuis longtemps ». Lune Gwen lui a demandé si elle voulait vraiment annuler le mariage. Elle a dit « Le seul homme que je veux épouser est déjà dans mes bras ». Le professeur a prévenu « Si vous ne le lâchez pas, le corps va se décomposer ». Elle a répliqué « Alors qu'il se décompose. De toute façon, je suis moi-même en train de pourrir de l'intérieur. Qu'on nous enterre ensemble, dans la même tombe, comme un couple tragique uni jusque dans la mort. Au moins, nous aurons été ensemble pour l'éternité. Jusqu'à ce que la mort nous unisse, n'est-ce pas ?» À la tombée de la nuit, l'âme Kaivi a retrouvé un peu de force. Le tenant précieusement dans ses bras, elle se releva une nouvelle fois. Elle traversa le chemin que la foule lui avait ouvert et marcha lentement en direction de la maison. Un trajet de 5 kilomètres qui dura jusqu'à l'aube. Sa destination finale était l'appartement que nous avions loué il y a 6 ans, au tout début de notre aventure. Après mon départ, elle avait racheté tout l'immeuble, mais n'y avait jamais remis les pieds. Aujourd'hui, elle me ramenait à la maison. La poubelle abandonnée depuis des années à l'entrée, la rampe en bois chancelante, les murs couverts de dessins à la craie. Rien n'avait vraiment changé, sauf que celui qui lui tenait la main pour rentrer reposait maintenant dans ses bras, retourné à la paix éternelle dans un silence absolu. L'âme Kaivi resta seule dans cette petite pièce chaleureuse pendant 3 jours. Je reposais sur le lit où nous avions partagé tant de beaux rêves, comme si je dormais. Assise à mes côtés, elle tenait ma main, devenue si fine et si froide. Le tumulte qui l'avait rongée toute l'année commençait enfin à s'apaiser. Le 3e jour, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent les vieux rideaux, l'âme Kaivi se leva en s'appuyant au mur et se dirigea vers la porte, passant devant chaque personne. Le garde du corps qui attendait à l'entrée dit d'une voix rauque « Surveillez bien, sans mon ordre, personne n'entre ». Puis, d'un pas mal assuré, elle descendit et s'arrêta à un petit restaurant pour manger un morceau. Elle n'était pas venue depuis 5 ou 6 ans, mais le talent de la patronne était resté le même. Après avoir mangé, l'âme Kaivi laissa l'argent sur la table et monta en voiture pour se rendre à l'hôpital. En chemin, elle envoya une multitude de messages. À l'hôpital, le médecin lui apporta tout ce qu'elle avait demandé. Mon dossier médical complet, de mon admission à ma sortie. Elle examina chaque page, le visage aussi calme qu'une eau dormante. Jusqu'à ce que, elle arrive à la dernière page. Ses yeux se posèrent sur les mots, écrits en grand. Insuffisance cardiaque, réanimation échouée. À la lecture de ces mots, ses doigts se mirent à trembler violemment. Une douleur fulgurante explosa dans sa poitrine, menaçant de la déchirer de l'intérieur. Elle baissa la tête, des perles de sueur froide coulant de son front comme une pluie funeste. L'âme Kaivi sentit alors le poids du destin, cette malchance qui avait autrefois voulu sa propre vie, s'abattant maintenant sur un autre. Elle ne pouvait décrire ce qu'elle ressentait, mais un sourire moqueur se dessina inconsciemment sur ses lèvres. Elle riait de cette ironie du sort, de cette blague cruelle du destin. Pourquoi s'était-elle obstinée à survivre toutes ces années? Si elle était morte à 22 ans, aurais-je dû endosser son funeste destin? J'aurais vécu une vie insouciante jusqu'à 80 ans, j'aurais accueilli chaque aurore avec un sourire. J'aurais rencontré quelqu'un capable de m'accepter entièrement, au lieu d'être tourmenté par lui. Et je serais mort paisiblement un après-midi, 1 an plus tard, sans personne pour me pleurer. Elle riait, encore et encore. De grosses larmes se mirent à couler des yeux de l'âme Kaivi. Pour la première fois, elle sentit à quel point vivre était une épreuve douloureuse et difficile. Le médecin à ses côtés, voyant son chagrin immense, soupira doucement et lui raconta les derniers instants du défunt. Le patient a débranché lui-même son moniteur cardiaque avant de mourir. Le personnel ne s'en est rendu compte que 10 minutes plus tard. Nous l'avons transporté en urgence et tenté de le réanimer 3 fois, sans succès. Nous n'avons pas réussi à joindre sa famille ou ses amis. C'est par eux que nous avons appris que le défunt était orphelin. Il avait signé une carte de donneur d'organes, nous avons donc contacté l'université. Comme il avait subi une opération du cœur l'année précédente,
il vivait avec un cœur artificiel. Nous avons donc dû procéder à une intervention chirurgicale pour retirer ce cœur artificiel avant de pouvoir transférer son corps. Pour la suite, nous n'en savons pas plus. Alors que le médecin terminait sa phrase, les sanglots de la jeune femme cessèrent brusquement. Lam Kaivi releva la tête d'un coup, le regard incrédule, son corps parcouru de tremblements. Un cœur artificiel? Quelle opération du cœur? Le médecin hocha la tête et lui tendit un dossier chirurgical jauni. Nous avons retrouvé ça dans les archives. Le défunt a fait un don de cœur anonyme, puis a reçu un cœur artificiel dont la durée de vie n'était que de 5 ans. La voix du médecin était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre aux oreilles de Lam Kaivi. En un instant, un froid glacial venu de toutes parts l'enveloppa complètement. Ses organes semblaient se figer. C'était comme si elle était tombée dans une crevasse de glace, le sang dans ses veines commençant à refluer, lui montant à la tête jusqu'à la rendre sourde et engourdie. D'une main tremblante, elle toucha sa poitrine. 5 ans avaient passé, la cicatrice de l'opération s'était estompée, mais restait visible, une fine ligne blanche. Lam Kaivi posa sa main dessus, sentant les battements puissants et réguliers de son cœur. Un cœur si sain, si fort, qui semblait pouvoir l'accompagner pour l'éternité. Il ne s'arrêterait que lorsque ses cheveux seraient blancs, à son dernier souffle. Elle se souvint de ce cœur qui lui avait sauvé la vie. Il venait d'un donneur anonyme. Le médecin avait dit qu'il n'avait pas de famille, qu'il voulait que son geste reste un acte d'amour pur. Et moi aussi, j'étais orpheline. Le dossier indiquait que nos 2 opérations avaient eu lieu le même jour. Alors, où était passé le cœur que j'avais donné? La vérité était là, aveuglante. En réalisant cela, chaque muscle du corps de Lam Kaivi se contracta violemment. Incapable de se contrôler, elle s'effondra au sol. Tout devint noir, et un grésillement assourdissant retentit dans ses oreilles. Les 5 dernières années défilèrent devant ses yeux en un éclair fulgurant. Lors de sa première crise, je suis resté à son chevet pendant 1 semaine, pleurant à en devenir aveugle. Ensuite, ma vie est devenue une course effrénée entre l'hôpital et l'entreprise, pour m'occuper d'elle tout en gérant les affaires. Quand le médecin nous a parlé du cœur artificiel, en entendant qu'il n'avait qu'une durée de vie de 5 ans, j'ai immédiatement refusé. Dès que son état s'est un peu stabilisé, j'ai parcouru le pays et l'étranger, cherchant désespérément un donneur compatible. Je ne dormais que 2 ou 3 heures par nuit, et je me suis même évanoui plusieurs fois d'épuisement, finissant à l'hôpital. Tout mon stress, mon angoisse, ma peur, elle a tout vu, j'en suis certain. Mais alors pourquoi, en me voyant avec une autre femme, sa première réaction a-t-elle été une colère si intense? Pourquoi n'a-t-elle pas remarqué toutes les incohérences flagrantes? Pourquoi n'a-t-elle pas décelé la mascarade, le sarcasme que je mettais en scène volontairement? Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé étrange le moment que j'ai choisi pour disparaître? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à tout prix à connaître l'identité du véritable donneur? Pourquoi? Mais pourquoi donc? Lam Kaivi se questionnait, chaque mot résonnant en elle. Nous avons été ensemble pendant 7 ans, de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Je lui ai dit un nombre incalculable de fois que je voulais l'épouser, vieillir à ses côtés. Finalement, elle n'a pas cru un seul de mes mots, préférant croire à cette comédie d'infidélité que j'avais moi-même orchestrée. Pendant 5 ans, elle m'a haï, cherchant par tous les moyens à se venger. Elle pensait pouvoir me faire regretter, me faire changer d'avis. Mais ma vie était déjà entrée dans son compte à rebours final. Même dans les derniers instants, alors que je subissais les tourments de la maladie, je souriais en prononçant ces mensonges cruels, uniquement pour qu'elle me haïsse de toutes ses forces. Ainsi, je pouvais affronter la mort sans regret, sans qu'elle ne se doute de rien. Elle était sans doute encore en train de maudire ma froideur et ma cruauté, croyant à l'image cupide et volage que j'avais créée, planifiant même sa prochaine vengeance. Celle qui se croyait profondément amoureuse s'est avérée être la plus infidèle à cet amour. Et celui qui n'avait jamais prononcé les mots « je t'aime » a tout donné à la femme qu'il aimait. 12 ans de jeunesse, un cœur en pleine santé, un avenir radieux, d'innombrables stratagèmes, et pour finir, le don de ma propre vie. J'ai tout sacrifié, sans rien garder pour moi. Lam Kaivi ne se réveilla que 3 jours plus tard. Elle fixa longuement la perfusion, les yeux complètement vides. En la voyant ouvrir les yeux, des larmes chaudes montèrent aux yeux de ses parents, qui lui prirent doucement la main. Lam Kaivi, tu es réveillée. Le médecin nous a alertés 3 fois, on a cru mourir de peur. En entendant cette voix étranglée par l'émotion, le regard de Lam Kaivi se posa lentement sur eux. Mais ses yeux restaient sans vie, comme ceux d'une âme perdue. Elle ouvrit la bouche machinalement, et quelques mots rauques s'échappèrent de sa gorge. Si je meurs, enterrez-moi avec Fyung Vien. Leur fille, qu'ils avaient eu tant de mal à sauver, venait de se réveiller. Et sa première phrase concernait ses propres funérailles. Madame Lam ne put retenir ses larmes et éclata en sanglots, tandis que les yeux de son mari devenaient rouges. Fyung Vien était un garçon formidable. C'est nous qui avons eu tort par le passé, nous n'aurions jamais dû avoir de préjugés contre lui. Ses funérailles, nous nous en occuperons avec le plus grand soin. Kaivi, s'il te plaît, ne pense pas à des choses pareilles. Il a donné sa vie pour que tu puisses vivre. Tu ne peux pas faire de bêtises, tu ne peux pas abandonner la vie qu'il t'a offerte. Réfléchis bien, le cœur de Fyung Vien bat toujours dans ta poitrine. Il est avec toi, il ne te quittera plus jamais. De là-haut, son âme veillera sur toi. Il voudrait certainement que tu te ressaisisses, que tu vives pleinement pour lui aussi.
Comment peux-tu te laisser aller comme ça? Ils la supplièrent longuement, mais Lam Kaivi n'entendait rien. Après la mort, les gens ont-ils vraiment une âme? Si c'est le cas, cela veut-il dire que même si je meurs, je pourrai continuer à voir tout ce qui se passe dans ce monde, sans jamais trouver le repos? Le paradis existe-t-il vraiment? S'il peut me retrouver au paradis, est-ce que cela signifie que nous pourrons nous revoir? D'innombrables questions flottaient dans son esprit, mais aucune réponse ne venait. C'est alors qu'un garde du corps entra brusquement pour faire un rapport. Madame Lam, une odeur étrange se dégage de la maison que vous nous avez demandé de surveiller. Que devons-nous faire? À ces mots, Lam Kaivi arracha l'aiguille de son bras et, malgré sa faiblesse, tenta de se lever pour s'y rendre. Ses parents se précipitèrent pour l'arrêter, la suppliant de rester. Laisse-nous nous occuper de ça, d'accord ma chérie? Le médecin a dit que tu venais de subir une opération, tu dois te reposer. Nous te le promettons, nous choisirons le meilleur cimetière et organiserons une cérémonie grandiose pour qu'il puisse reposer en paix. Sentant les deux paires de bras qui la retenaient fermement, le visage inexpressif de Lam Kaivi laissa enfin paraître une émotion. Elle leur adressa un léger sourire et posa une question. Il y a 6 ans, vous nous avez interdit de nous marier, à Fyung Vien et à moi. 6 ans plus tard, vous m'empêchez de m'occuper de ses funérailles. De son vivant, vous l'avez méprisé. Après sa mort, il devrait encore supporter votre hypocrisie? Comment pourrait-il reposer en paix? Le visage des parents de Lam devint instantanément blême. Dans le regard de leur fille, ils eurent une haine si pure qu'elle leur transperça le cœur comme un poignard. Ce couple de sexagénaires, incapable de supporter cette haine si intense et si directe, recula de quelques pas en tremblant. Ignorant leur détresse, Lam Kaivi s'arracha de leur étreinte et leur tourna le dos sans un mot. De retour à son petit appartement, elle trouva Lu Nguyen qui l'attendait sur le seuil. Son regard était un tourbillon d'émotions confuses. Sans lui laisser une chance de parler, Lam Kaivi entra. Elle serra mon corps sans vie dans ses bras et l'emmena elle-même au funérarium. 2 heures plus tard, c'est avec une urne entre les mains qu'elle regagna l'appartement. Fouillant au fond d'un tiroir, elle sortit un portefeuille. À l'intérieur, une photo d'identité, celle que nous avions prise ensemble le jour de notre rentrée. Le garçon sur la photo avait un air si innocent. Sa main caressa doucement son visage, mais ne rencontra qu'une surface froide et inerte. Au cimetière de Namsun, où chaque parcelle vaut de l'or, Lam Kaivi choisit un emplacement au feng shui parfait. Elle a cherché partout, dans notre appartement, dans mon ancien bureau, mais n'a trouvé aucun objet digne de m'accompagner. En guise de souvenir, elle a dû se résoudre à y placer le collier que je lui avais rendu. Puis, agenouillée, elle a bâti cette sépulture, pierre par pierre, poignée de terre par poignée de terre. Sur la pierre tombale, elle grava elle-même l'épitaphe. 2 simples lignes, la question qu'elle m'avait posée dans ce rêve. M'aimeras-tu pour l'éternité sans jamais me quitter? Bien sûr, je le jure sur ma propre vie. En guise de signature, nos 2 noms. De loin, cela ressemblait à un pacte scellé pour l'éternité. Lam Kaivi n'apporta aucune fleur, ni aucune offrande, mais planta des peupliers tout autour. On dit que cet arbre possède la plus grande longévité au monde, pouvant vivre jusqu'à 80 000 ans. 80 000 ans. Une vitalité si puissante, suffisante pour veiller sur le serment gravé dans la pierre. Elle resta seule jusqu'au crépuscule, son ombre étirée par le soleil couchant, la rendant terriblement seule et désolée. Alors que le dernier éclat doré du soleil s'éteignait, Lu Nguyen apparut. Il s'approcha en silence de la tombe, s'agenouilla et s'inclina profondément par 3 fois. Lam Kaivi observa sa gestuelle sans dire un mot, sa voix parfaitement calme. Ne reviens plus jamais ici. Fyung Vien ne voudrait pas te voir. La main de Lu Nguyen se crispa légèrement. Sa voix était chargée d'une culpabilité qu'il ne pouvait cacher. Je voulais juste m'excuser pour tout le mal que j'ai fait. Le regard de Lam Kaivi se figea. D'une voix rauque, elle répondit « Mais il n'est plus là pour t'entendre. Je le sais, mais je devais quand même le lui dire. Si je m'en suis pris à lui, c'est à cause d'un malentendu. J'ai cru aux rumeurs. J'ai cru qu'il t'avait abandonné, qu'il t'avait brisé le cœur et qu'il revenait te tourmenter. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. En tant que ton fiancé, j'ai cru que c'était mon droit d'intervenir. Je pensais même agir pour la bonne cause. Je croyais te venger de lui. Du début à la fin, j'étais persuadé d'avoir raison, mais je n'ai fait qu'aggraver les choses. C'était la première fois que Lam Kaivi voyait Lu Nguyen admettre ses torts avec une telle sincérité. Mais en l'écoutant, une tristesse infinie l'envahit. Mais était-il vraiment le seul coupable? Non. La véritable responsable, c'était elle. Si elle ne m'avait pas forcé à revenir à la capitale, si elle ne s'était pas obstinée à rester avec Lu Nguyen pour me provoquer, je n'aurais jamais enduré tant d'humiliations et de souffrances. Durant la dernière année de ma vie, si elle n'avait pas jeté de l'huile sur le feu en donnant son accord tacite, je n'aurais pas été forcé à boire, à sauter en parachute, à supporter ses regards méprisants et ses moqueries. J'aurais pu mourir en paix. C'était elle la véritable instigatrice de mon malheur. Lu Nguyen, au fond, n'était qu'un simple complice. C'est alors qu'elle lui annonça la décision qu'elle avait longuement mûrie. Demain, j'annoncerai publiquement l'annulation de notre mariage. La collaboration entre nos 2 familles cessera également sur le champ. Le groupe Lam ne prendra aucune responsabilité pour les pertes que subira le groupe Ra. Avant même de venir, Lu Nguyen s'était préparé à cette issue.
Il accepta ce verdict avec calme. Non seulement pour se racheter à mes yeux, mais aussi parce qu'il avait enfin compris la réalité. Il ne pourrait jamais m'égaler. Et il ne serait jamais le mari de Lam Kaivi. En quittant le cimetière, Lam Kaivi retourna directement à l'entreprise. Elle demanda à son assistant de dresser la liste de tous ses biens personnels et de toutes ses parts dans la société. Le lendemain, sans prévenir personne, elle organisa une conférence de presse. Face aux caméras, en direct, elle annonça d'abord l'annulation de ses fiançailles. Puis, sortant la fameuse liste, elle déclara publiquement la création d'une fondation caritative qui porterait mon nom. 5 minutes plus tard, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. La PDG du groupe LAM lègue toute sa fortune à une fondation pour son défunt petit ami était en tête de toutes les recherches. Le monde des affaires était sous le choc. Elle n'avait pas encore quitté l'estrade que son téléphone explosait déjà sous les appels de la famille Lam. Lam Kaivi savait qu'ils appelaient pour lui demander des comptes, pour l'interroger sur la raison pour laquelle elle jetait ainsi l'héritage centenaire de la famille Lam dans un acte aussi insensé. Elle n'a donc répondu à aucun appel. Puisque tout ce qui comptait pour eux était le prestige familial et la richesse, alors ils allaient découvrir ce que l'on ressent quand on perd ce pouvoir dont ils étaient si fiers. Lam Kaivi pensait que chacun devait payer pour ses péchés, les membres de la famille Lam, et elle-même, y compris. Après la conférence de presse, elle vit ses parents qui l'attendaient à la sortie. En seulement quelques jours, leurs cheveux avaient grisonné et leurs rides s'étaient creusées. Se soutenant l'un l'autre, ils s'approchèrent. Lam Kaivi, où comptes-tu aller? Lam Kaivi les dévisagea, la voix chargée d'une profonde lassitude. Je pensais que vous alliez plutôt me demander si j'étais devenue folle. Nous ne t'en voulons pas. Nous sommes venus te ramener à la maison. Voyant la confusion sur leur visage, Lam Kaivi eut un rire amer. La maison? Je n'ai plus de maison depuis bien longtemps, n'est-ce pas? À 21 ans, c'est vous qui avez décidé de rompre les ponts et de me chasser. Depuis ce jour, notre relation n'est-elle pas simplement basée sur l'intérêt mutuel? Si le cousin que vous aviez choisi n'était pas devenu un joueur invétéré et un incapable, seriez-vous venu me rechercher alors que j'étais gravement malade? Si votre prestige au sein du clan ne s'était pas effrité avec l'âge, si vous n'aviez pas eu besoin d'un appui, m'auriez-vous volontairement cédé le pouvoir? Pendant des années, vous avez dit m'avoir donné la vie 2 fois. Mais la première, je l'ai déjà remboursée. La seconde, c'est Fyung Vien qui me l'a offerte. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? La situation était irréversible. Sans la moindre peur, Lam Kaivi exposait la cruelle réalité, dissimulée sous le vernis des liens du sang. Elle savait que dans le cœur de ses parents, le pouvoir, leurs intérêts, et même la famille Lam tout entière, étaient bien plus importants que leur propre fille. C'est pourquoi elle devait suivre le chemin qu'ils avaient tracé pour elle. Avancer pas à pas, et au moindre écart, être brutalement ramenée dans le droit chemin. Même après si longtemps, elle se souvenait parfaitement de ce qui était arrivé lorsqu'elle avait tenté de monter son entreprise après avoir été reniée. Les contrats commerciaux annulés sans explication, les clauses abusives dissimulées dans les accords, et la pression écrasante de l'alliance des grandes familles. Ses propres parents pensaient la faire plier en utilisant des méthodes aussi méprisables. Mais elle voyait clair dans leur jeu et refusait de céder. Pas seulement pour m'offrir un foyer, mais surtout pour leur prouver qu'ils avaient tort. Même sans leur soutien, elle pouvait se construire son propre monde, seule. C'est pour cette raison qu'elle s'est jetée à corps perdu dans le travail, enchaînant les heures supplémentaires jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que son cœur lâche. C'est ici que toute notre histoire a commencé. Une fois toutes les formalités réglées, Lam Kaivi est retournée seule à notre petit appartement. Avant même de glisser la clé dans la serrure, elle a toqué doucement à la porte et a murmuré mon nom, avec la même tendresse qu'autrefois. Je suis rentré. Dans la pièce vide, un silence glacial fut sa seule réponse. Lam Kaivi a poussé la porte, retroussé ses manches, et a dû forcer pour ouvrir le robinet rongé par la rouille. Elle a ensuite rempli une bassine d'eau et a commencé à nettoyer la poussière qui avait tout envahi. Tout en faisant le ménage, elle parlait, comme pour combler le vide. Tu te souviens? Tu détestais faire le ménage. Tu te battais toujours pour aller cuisiner en disant que j'étais une piètre cuisinière. Tu avais promis de m'apprendre les plats de ta région. Cette promesse, elle tient toujours. J'ai lavé tous les vêtements et la maison est propre maintenant. N'oublie pas de mettre tes chaussons, sinon tu vas glisser. Dès que j'ai fini, on regardera un film ensemble. Je me demande ce qu'il y a de nouveau en ce moment. Est-ce que ça te plaira? Elle a parlé toute seule jusqu'à en avoir la gorge sèche, comme si ma présence à ses côtés était une évidence. Mais seul le battement de son propre cœur lui répondait. Un écho sourd et régulier, comme un message secret que j'essayais de lui envoyer depuis l'au-delà. Le ménage terminé, Lam Kaivi est descendue à la petite supérette que j'aimais tant, elle a acheté une montagne de provisions et a ramené un grand pack de bière. Puis, elle a lancé un film. Elle buvait et mangeait en silence. Sans un mot, elle avait juste placé une chaise vide à côté d'elle, sa main posée sur le dossier. Le générique de fin a retenti, et la dernière gorgée de bière dans son verre a été bue. Après avoir jeté les déchets, elle a pris les 6 ou 7 bouteilles restantes, les a ouvertes, et les a vidées une par une sur le sol. Ce rituel terminé, elle a pris une douche, a enfilé un de ses anciens pyjamas et s'est allongée sur notre petit lit. Le clair de lune, filtrant par la vieille fenêtre, éclairait une boîte carrée posée près d'elle. La nuit était profonde.
Dehors, il semblait que la neige avait commencé à tomber. L'âme Kaivi ne trouvait pas le sommeil. Elle observait les flocons blancs danser dans le silence. Soudain, le souvenir d'une autre nuit de neige lui est revenu. Je lui avais posé une question. L'âme Kaivi, tu préfères l'hiver ou l'été? Elle avait réfléchi un instant avant de se blottir un peu plus fort contre moi. L'hiver. Parce que quand il fait froid, mon trésor vient se réfugier dans mes bras sans que j'aie besoin de le demander. Comme je m'y attendais, je l'avais taquiné après sa réponse, lui pinçant l'oreille jusqu'à ce qu'elle rougisse. Il m'avait fallu un long moment pour la calmer et obtenir son pardon. Puis, c'est elle qui m'avait posé la même question. Et toi, tu préfères l'été ou l'hiver? 6 ans plus tard, ma voix tendre a semblé traverser le temps et l'espace pour résonner à nouveau à ses oreilles. Elle a tourné la tête vers l'endroit d'où venait le son, mais elle n'y a pas trouvé mon sourire éclatant. Après un long instant, l'âme Kaivi a compris. Ce n'était pas un rêve. Et le chagrin déferla sur elle, une vague immense et impossible à retenir. Elle a pris son téléphone, a ouvert mon profil et a longuement fixé ma photo de couverture. En la regardant encore et encore, son attention fut attirée par ma description, le reste de ma vie, paisible comme un rêve. Cela sonnait comme les paroles d'une chanson. Poussée par la curiosité, elle a cherché ces paroles en ligne. Au moment où les résultats sont apparus, elle a lu la deuxième phrase et son monde s'est écroulé. Aujourd'hui, je t'écris cette lettre pour te faire mes adieux. La chanson durait 4 minutes et 49 secondes. L'âme Kaivi l'a écoutée en boucle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. C'était donc ça le message secret que je lui avais laissé. J'avais eu si peur qu'un jour, après ma mort, elle apprenne la vérité. Et qu'à cause de cela, elle décide de mettre fin à ses jours. Alors j'avais laissé cette phrase, attendant qu'elle la trouve, pour lui dire que l'avenir était lumineux. Que peu importe où je serai, je l'aimerai toujours. Je voulais qu'elle croie qu'après la pluie vient toujours le beau temps et qu'elle continue de vivre. J'avais tout calculé, tout planifié. Mais j'avais oublié une seule chose, c'est qu'elle m'aimait encore, elle aussi. Comment aurait-elle pu vivre seule? Alors que sa dernière larme tomba, l'âme Kaivi a allumé une flamme. Et le feu s'est emparé de tout.